Bonjour et bienvenue pour un nouveau leak d'Android Leaks. Je suis Benjamin Monjoie. Et je suis Yannick Lemain, bonjour. Alors Yannick, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui on va parler de plusieurs choses semble-t-il. La première sera apparemment Scope Storage et la deuxième sera Jetpack Compose parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé. Et pour ce faire nous avons un invité qui lui sait de quoi on parle parce que nous on sait quand même pas comme d'habitude. Il s'agit de Yacine. Salut Yacine. Salut. Salut les gars. Il se peut que je sois pas aussi bon que vous aussi, hein. On est tous un peu perdus, donc bienvenue au club. Voilà, ça commence. Ça commence bien. Alors du coup, on va peut-être le dire aussi pour les gens qui nous écouteraient plus tard, parce que normalement on va quand même essayer de récupérer le son pour le mettre en audio. Donc là on est sur Twitch. Donc les gens peuvent nous poser des questions. Donc là on a déjà des gens qui nous disent bonjour, donc bonjour les gars. Donc on regarde le chat. On va essayer de prendre les questions. Donc si vous avez des questions, on va essayer de faire au mieux pour les prendre en cours de route et les poser. Donc si vous avez envie d'intervenir, n'hésitez pas. On ne promet pas d'arriver à tout suivre, mais on va faire ce qu'on peut. Voilà, ça commence. Donc, en gros, si on nous entend parler à des gens qui ne sont pas dans le truc, c'est normal, c'est parce qu'on parle à un écran, avec des gens qui écrivent des choses sans les dire avec de l'audio. C'est un nouveau concept, c'est fabuleux. C'est de la très bonne radio. Voilà. Ouais, donc oui, voilà. Donc on va commencer. Yacine, au fond, on a l'habitude de demander un peu aux invités qui ils sont, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font. Donc, est-ce que tu peux te présenter ton 3615 ma vie Ouais, alors je m'appelle Yacine Razgui, je suis développeur advocate chez Google. Je les ai rejoints au mois d'octobre en 2019. 2019 On sait pas tes débuts. On est en 2020, il paraît. En 2018, ouais, ça fait un petit moment quoi. Ouais, donc je les ai rejoints là-bas. Précédemment, j'étais développeur advocate chez IBM. Et j'ai jamais fait de l'Android avant de rejoindre Google. Rejoindre l'équipe en fait Android, c'était plus un accident qu'un choix. Moi, je ne regrette pas. J'étais censé rejoindre l'équipe Cloud, mais après, finalement, par la magie du hasard, je suis tombé dans l'équipe Android. Et depuis, je m'y sens assez bien, quoi. Donc, ça fait maintenant un peu plus d'1 an et demi que je suis là-bas. Et je travaille sur différentes parties d'Android, parce que bon, vous savez bien, Android c'est juste tellement énorme, personne n'arrive à suivre sur tous les sujets. Mais Jetpack Compose, je travaille dessus, Scope Storage, je travaille dessus. Je suis le gars qui fait les vides dans Android Studio. Il y a aussi d'autres parties dans lesquelles je contribue. Après, sinon, j'habite à Londres, je viens de Nice, et voilà, je crois. Alors, pour demander au chat, Nice, c'est au nord. Moi, j'y connais rien. C'est dans le sud-est de la France. Ouais, donc c'est au nord. C'est au-dessus de Lyon ou c'est en dessous de Lyon? C'est en dessous, c'est en dessous. Ah c'est pas au nord alors. Ok, donc on va parler un tout petit peu de Scope Storage, puisqu'il paraît que c'est un truc qui est arrivé en Android 10, qui est un peu passé sous les radars, je pense. Enfin, en tout cas, on n'a pas entendu énormément parler. Et il y a des nouveautés dans Android 11. On peut nous en parler un peu plus? Ouais, alors Scope Storage, c'est une sorte d'initiative qu'on a fait dans Android 10, dans l'objectif de pouvoir avoir plus de flexibilité au niveau du stockage pour les développeurs et pour l'utilisateur. Donc précédemment, en fait, vous avez la permission Read External Storage ou Write External Storage pour pouvoir écrire dans le stockage un peu public, en fait, partagé entre les différentes applications. Mais on avait un peu ce souci où vous avez des applications qui mettaient tout au niveau de la racine. Donc on était un peu perdu dans le sens où on avait énormément de dossiers par application, c'était un peu confus. Si vous mettez votre téléphone sur l'ordinateur, vous avez tous ces dossiers-là, c'est un peu le brouhaha en fait. Donc l'idée, ce qu'on a fait, c'est que, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était avec 28 ou avant, il faut que je vérifie. Mais on avait ces Public Directory Folders, donc si vous avez des images, vous les mettez dans le dossier images, si vous avez des vidéos dans le dossier vidéo, etc. Et avec Scope Storage, c'est l'idée qu'on va essayer de restreindre un peu plus pour pouvoir avoir, en tant qu'utilisateur, plus de flexibilité sur l'accès aux données, du moins au niveau stockage que je donne aux développeurs. Et pour les développeurs, une API qui match ce côté-là. Alors, la partie où tu as mentionné, c'est passé un peu sous le radar, c'est vrai dans le sens où il y a beaucoup de développeurs qui se sont sentis peut-être pas spécialement à l'aise. Mediastore, c'est une API qui existe depuis
Si je dis pas de bêtises, je crois depuis l'API 1 en fait, depuis le début c'est là, mais pas tout le monde n'est à l'aise avec cette API là. Donc il y avait ce petit flag qu'on pouvait activer qui est le Legacy External Storage, mais donc il y avait des développeurs qui l'utilisaient et ceux qui l'utilisaient pas pouvaient avoir accès tout simplement à ce scope storage qui était introduit dans API 10. Maintenant, dans Android 11, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris pas mal de feedback. Il y a des gens qui nous ont donné des avis assez détaillés sur l'utilisation du stockage et on a permis d'ajouter de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, maintenant, quand on modifie une image ou un fichier média qui est créé par une autre application, donc pas la sienne, on a, normalement, depuis Android 10, on a une sorte de petite modale, une petite window qui dit est-ce que vous voulez donner l'accès ou l'autorisation à cette application pour pouvoir la modifier ou la supprimer. Le souci, c'est que dans Android 10, ce n'était pas possible de pouvoir modifier plusieurs fichiers à la fois. Donc, si on voulait modifier 30 fichiers, il fallait quand même se taper 30 fois cette window. C'est pas top. Mais dans Android 11, on a introduit ça. Et aussi, on a introduit une permission qu'on appelle All File Access et qui permet d'avoir accès en fait à tout le stockage externe sans limitation. Alors que de base, ça ne l'est pas parce que, encore une fois, on veut pouvoir restreindre l'accès au stockage pour pouvoir avoir en tant qu'utilisateur plus de contrôle sur je donne accès à telle permission, je m'assure qu'ils n'ont pas accès à tout. Donc, pardon, vas-y. Moi, j'avoue que je suis pas très familier avec Scope Storage. Moi, je faisais partie des gens qui se sentaient pas hyper concernés. Donc, je voudrais juste comprendre. Donc, Scope Storage, est-ce que c'est quelque chose que je fais en tant que moi, application qui veut partager des fichiers, ou est-ce que je fais ça en tant qu'application qui veut accéder à un fichier partagé, ou est-ce que c'est les deux? C'est un peu les deux, mais c'est principalement pour les applications qui veulent accéder à des fichiers créés par d'autres. Donc, tant par l'utilisateur, via la caméra, via USB, ou accéder à des applications à des fichiers médias qui ont été créés par d'autres applications. Donc, de base, en fait, en utilisant MediaStore, pour ceux qui ne sont pas familiers, MediaStore, c'est tout simplement un content provider qui est de base disponible d'Android et qui donne accès à tous les fichiers médias. Précédemment, en ayant accès à Read External Storage, on pouvait avoir accès à tous les fichiers médias. Maintenant, de base, on a accès à seulement les fichiers créés par sa propre application. Et c'est seulement en demandant Read External Storage qu'on pourra avoir accès aux autres. Et si on veut pouvoir les modifier ou les supprimer, ces fichiers-là, on aura cette modale, ce dialogue qui sera affiché à l'utilisateur afin d'avoir l'autorisation. Donc, ce n'est pas systématique, on ne l'aura pas automatiquement, c'est cette idée-là. Ok, parce que moi je me rappelle qu'à l'époque où je voulais récupérer une image, par exemple, qui venait de Google Photos ou de Google Drive, etc., c'était genre super compliqué. Je me rappelle, j'avais trouvé un code qui devait faire facilement une centaine de lignes de code juste pour arriver à récupérer l'image en fait que le gars avait sélectionnée, justement avec Content Provider, etc. Donc je pense que Scope Storage, ça répond aussi un peu à ça. Alors c'est plus facile pour moi d'aller récupérer une image, ou est-ce que ça reste toujours aussi compliqué? Il y a encore des gens qui sont peut-être pas spécialement à l'aise avec Content Provider, et ce côté-là, je me blâme personnellement parce que j'aurais dû faire un peu plus d'exemples, de code d'exemples, de tutos de ce côté-là. J'y travaille. Mais cette partie-là où il faut quand même demander au Content Resolver d'avoir accès à un fichier via une URL, une URI, pouvoir récupérer et après ouvrir un stream, un file stream, cette partie-là, elle est encore existante. On travaille encore à pouvoir trouver la bonne manière entre tant donner l'accès, je veux dire le contrôle à l'utilisateur, savoir qu'il puisse donner accès spécifiquement à ce fichier-là ou ce fichier-là, sans pour autant gêner l'expérience pour développeur. Donc, on est en train de trouver la bonne balance, c'est encore quelque chose sur lequel on travaille. Et Android 11, c'est encore en projet, dans le sens où on est en bêta 3 maintenant, je crois, ou bêta 2 ou bêta 3, et on continue d'améliorer ça avec les ingénieurs. Ok, mais alors du coup, quand tu as 5 minutes, tu sais peut-être faire une librairie Android X qui fait ça pour moi. On y pense. Après, je pense à quelques idées. Possiblement, on verra dans le futur. Mais si Jetpack permet de trouver la bonne solution, pourquoi pas, hein. Alors, juste rapidement, depuis le début, je m'entends en fait. J'ai un écho. Je ne sais pas d'où ça vient.
Parle un peu. Ouais. Non, les joies du direct. D'habitude, les gens, on coupe hein, ça. Alors, bon, on fait avec. Désolé, ça va être super pénible. Donc, l'autre chose, pardon, j'ai oublié sur le Scope Storage, c'est aussi précédemment une application qui crée des fichiers, donc des fichiers médias par exemple. On ne pouvait pas savoir combien d'espace de stockage elle prenait. Donc, on voyait simplement ces fichiers à elle dans son propre internal storage, mais on ne voyait pas, par exemple, elle a créé une image ou une vidéo, on ne voyait pas en tout ça pesait combien. Là, avec Scope Storage, on peut savoir précisément quelle application a créé quel fichier pour pouvoir avoir accès à tout l'espace utilisé par cette application. Et c'est reflété directement dans les paramètres. Ça, c'est aussi une nouveauté qui est introduite dans Android 10 et qui n'était pas là précédemment. OK. Et alors, juste aussi une petite question. Donc, avec Scope Storage, j'ai quand même toujours besoin d'avoir la permission Read External File. Je ne peux pas juste... au runtime, dire je veux accéder à ce fichier-là et pas besoin de déclarer la permission? Ou est-ce que je dois quand même la déclarer? Alors, pour pouvoir accéder à ses propres fichiers, il n'y a pas besoin de le faire. Par contre, oui, pour pouvoir accéder aux applications, aux fichiers créés par d'autres applications, il y a besoin de demander le Read External Storage. OK. L'autre aussi nouveauté, c'est les espaces... comment dire, les external storage de base ne sont pas accessibles. Dans le sens où si on crée un fichier média, on l'ajoute dans Mediastore et il sera disponible aux autres applications une fois l'application demandée. Mais on ne pourra pas accéder, on ne pourra pas fouiner dans les autres external storage automatiquement. Donc, il y avait des applications qui voulaient pouvoir quand même restreindre cet espace-là. Elles mettaient précédemment dans le internal storage, mais dans l'external storage, c'était quand même assez open bar. Cette partie-là, elle est enlevée depuis le scope storage d'Android 10. OK. D'accord. Et donc, il y a différents types donc différents scopes qui existent out of the box, ou bien c'est des trucs qui sont créés par le développeur? Est-ce que c'est des trucs qui sont customisables? Il y a des trucs out of the box. Donc, dans Mediastore, on a de base la collection audio, vidéo et images. Donc, chaque fichier qui est créé, qui est ajouté au Mediastore sera enregistré dans cette collection-là. Et suivant le niveau d'accès, donc de base, on a le niveau d'accès seulement à sa propre application. Et après avoir demandé le Read External Storage, on aura accès aux fichiers créés par les autres applications. Et après, on a aussi la collection Download. Donc, tous les fichiers qui sont disponibles dans Download, on peut ajouter des fichiers. C'est l'idée vraiment de pouvoir restreindre et ne pas, comment dire, pour les développeurs, de ne pas créer chacun leur propre dossier à la racine de l'external storage, parce que c'était vraiment quelque chose qui n'était pas plaisant dans l'expérience utilisateur. OK, mais donc, parce que du coup, moi, souvent, ce que j'utilise, c'est le... Application External Storage, je pense. Donc, qui met ça dans le dossier Android et puis qui a mon nom de package, quelque chose, et où je peux mettre mes fichiers à moi. Là, ici, ce que tu dis, le scope storage permettra de mettre ça ailleurs, alors? Ou est-ce que c'est toujours là? Cette partie-là, elle sera toujours disponible. Donc, on pourra toujours mettre ses propres fichiers dans son propre external storage, il n'y a aucun souci. C'est plus restreindre cet accès-là à d'autres applications, tout en ne créant pas de dossier directement à la racine de l'external storage. C'est principalement pour ça. OK. Okay. Ouais, je pense que... Il y a une question, je ne sais pas si on l'a déjà demandé, je pense. Est-ce qu'il y a une nouvelle permission? Non, pour ces permissions de base, il n'y a pas de nouvelle permission. Dans Android 11, dans Android 11, on a le All File Access, donc je crois le nom de la permission c'est Manage External Storage, il faut que je vérifie. Je suis en train de créer un sample sur ça, donc normalement bientôt on pourrait tester et vérifier cette partie-là. Mais donc pour avoir accès à tout l'external storage, et cette nouveauté-là elle est d'Android 11, il y a cette nouvelle permission, sinon précédemment non, ça ne change pas. Super. OK, et du coup... je trouve ça intéressant si du fait que tu mentionnes le fait Android 10, Android 11. Malheureusement, moi, je ne peux pas encore target Android 10 et Android 11 comme minimum SDK. Alors, est-ce que du coup, il y a des méthodes compat pour arriver à faire ça? Ou alors est-ce qu'au final, en termes d'API, si je demande la permission comme je le fais d'habitude, ça marche aussi très bien?
Sur cette partie-là, en fait, précédemment, il y a toujours cette demande de permission comme on faisait précédemment, à demander à avoir accès au stockage. C'est juste, en fait, pouvoir créer des dossiers, des fichiers sur la racine, donc en dehors de son propre external storage, ça sera plus possible à partir d'Android 10. Sinon, précédemment, ça marchait. Donc, si on veut accéder à ça, on va utiliser le Storage Access Framework, donc vous savez, un peu de la UI directement d'Android, qui permet de sélectionner un fichier ou un dossier qu'on veut, mais de base, c'est pas disponible, dans le sens où tant que l'utilisateur vous donne pas accès, vous n'y aurez pas accès. Ok, donc du coup, là, il y aura un cas d'exception à gérer en plus, alors, sur Android 10, Android 11, qu'il n'y avait pas avant. Ok. En gros, c'est toi le compat. Pour l'instant, après, on est encore ouvert à des propositions, à du feedback. C'est pour ça que je fais un peu ce type de média où je voudrais avoir quand même une perspective différente. Parce que malgré qu'on essaie de prendre le maximum de feedback de la communauté, il se peut que peut-être on a loupé une partie ou pas. Et c'est pour ça vraiment que je m'assure d'avoir le maximum de feedback. Donc merci les gars de m'accueillir chez vous. Pas de souci. Vous avez entendu les gens, n'hésitez pas à faire du feedback. Si vous aussi vous voulez une librairie Android X qui s'occupe de ça pour vous, dites-le. Non, en attendant, pour le moment, les gens sur le chat, ils se foutent juste de notre gueule. Apparemment, on dit beaucoup de conneries et on fait des jeux. Ah non, on n'a pas encore commencé à faire des jeux de mots improbables, mais ça va arriver. T'inquiète pas. Non, ils demandent si on va virer des trucs au montage. La réponse est probablement oui. Ou pas. Ça dépend de mon état de motivation. Ok. En tout cas, merci pour l'explication relativement claire de Scope Storage. Oui, c'est vrai. Moi, je me sens pas spécialement directement impliqué non plus. A priori. Si vous avez besoin un peu plus de détails ou vraiment une vidéo complète, j'ai donné un talk, c'était à l'Android Dev Summit. Vous écrivez Scope Storage ADS sur YouTube, vous trouvez, et il y a vraiment tout le détail avec des exemples de code, j'y vais vraiment. Donc, si vous avez besoin au cas où, il y a tout là-bas. Super. Top, merci beaucoup. Du coup, on passe à la deuxième partie, qui est peut-être un peu plus... allez, trending, je ne sais pas comment ça en français, qui est Compose. Alors, stylé. Je crois que c'est ça le mot, c'est stylé. Stylé. Ah, ok, d'accord. C'était peut-être trop belge comme. Bon, alors soit. C'est possible, mais c'est un jeu de mots assez Ok. Donc du coup, on a eu un épisode avec Romain qui expliquait déjà un peu ce que c'est Compose, parce que Yacine, tu peux nous dire en 2 mots. En 2 mots ce que c'est Compose. En 2 mots, c'est chaud. En quelques phrases, pourquoi pas, mais en 2 mots, c'est chaud. Le nouveau de la UI. Le nouveau de la UI. Ça fait 5 mots. C'est pas mal. Et encore, on a été sympa, on a mis UI en un mot. J'aurais dit la mort du XML, mais c'était quand même 5. Ah non, c'est 4, j'ai gagné. Pardon. Dans l'explication en détail, je recommande aux auditeurs vraiment d'écouter le podcast qui a été donné par Romain. Il donne vraiment en détail et vu que c'est le manager des ingénieurs, il rentre vraiment dans le détail. Vu que c'est lui qui review les CL avec d'autres personnes, il est vraiment dans le bas. Il faisait moins de 3 heures d'ailleurs, si je me rappelle. Ouais, mais je les ai écoutés, je les ai vraiment kiffés. J'ai appris des trucs malgré que je travaille chez Google. Alors pour Jetpack Compose, c'est un renouveau de la UI pensé par Google. Donc un peu pour donner une sorte de statut actuel de l'écosystème UI sur Android, on a le UI Framework de base qui est attaché avec Android, qui a un peu plus de 10 ans maintenant. Ah désolé, je me marre à cause d'un truc sur le chat. Il y a Bruce qui a réussi à te le mettre en 2 mots. Voilà, félicitations. Il avait le nouveau de la UI. C'est pas mal. Donc quelqu'un qui demande où se trouve la présentation qui dure 3 heures sur Compose. Alors ça durait sûrement 3 heures avant le montage, mais après le montage, elle ne dure pas 3 heures. Ou alors peut-être la présentation à Android Dev Summit. Ça c'est possible aussi. Donc en tout cas sur le podcast, je pense que c'est le numéro 55, si je m'abuse. Enfin en gros on peut le retrouver sur notre site. C'est dans les derniers. Ça c'est chez nous. Podcast.com. Ouais. Voilà. Oh, merci. C'est l'épisode 55 et l'épisode 56. Ah, il y en avait 2, tu vois. Voilà. Ah, ça faisait peut-être 3 heures. Il y en avait 2. Donc, ça fait 2 heures. Un 58 minutes et un c'est 1 heure et 8 minutes. Heureusement qu'on a les invités pour faire de notre pub à nous. C'est cool. Ouais.
On n'arrive jamais à dire le nom du site en une fois, donc félicitations. Et donc je disais, oui, sinon sur YouTube, sur ADS, il y a une super présentation qui a été donnée notamment par Romain et 2 autres personnes dont le nom m'échappe, je suis vraiment désolé. Et qui était très 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 intéressante d'ailleurs. Donc si vous voulez aller la voir, je vous la conseille. Je vais dire un truc, c'est que Compose, ça a l'air d'évoluer quand même vachement vite, donc n'allez pas trop loin dans le passé, parce que je pense que ce qui a été dit il y a quelques mois, c'est plus vraiment spécifiquement représentatif de ce qui existe maintenant. Peut-être je me trompe, tu me dis si arrête-moi si je me trompe. Alors c'est super intéressant parce qu'en fait, il y a des concepts de base qui, eux, ne changent pas trop. Par contre, en termes d'API, oui, ça change constamment. Littéralement, un petit projet que j'ai fait en interne sur Dev 07, je crois que je dois changer pas mal de code sur Dev 08, puisque bon, vous avez vu que maintenant tout est modifier. Donc même moi, je suis pas systématiquement à jour sur le sujet. Mais c'est super intéressant de voir l'évolution, surtout que tout le projet est public. Donc malgré qu'il y a des releases, je pense chaque mois maintenant, je suis pas sûr, j'ai oublié c'est quoi la timeline. Il y a quand même des ciels qui préparent l'arrivée de nouvelles releases. Donc, si vous êtes vraiment intéressé pour voir en quoi sera composée la prochaine... Pardon. Oh là là. Ah, il est pire que nous. Ah bah ça va, c'est parfait. Si vous voulez savoir de quoi sera composée la prochaine version de Compose, là on est à Dev 08, on va passer Dev 09. Regardez les pull requests, on appelle ça des CL sur le projet d'Android X, donc le projet Jetpack, je crois que c'est Android X, source Google, quelque chose comme ça, mais vous pouvez voir les détails, vous pouvez voir les nouvelles arrivées, et si vous êtes intéressé à donner du feedback ou à essayer, tout est open source, vous pouvez compiler sur votre propre compilateur, pardon. Vous pouvez compiler sur votre propre ordinateur pour pouvoir tester ces petites nouveautés-là. Ouais, mais là, je vais peut-être rebondir juste sur ce truc que tu as dit, parce que moi j'avais fait un petit test en fait quand Compose est sorti avec la Dev 02, je crois. Entre-temps, la Dev 03 est sortie, ça a tout pété. J'ai jamais réussi à réparer. Après, la Dev 04 est sortie, je me suis dit peut-être que ça va marcher. J'ai toujours pas réussi à réparer, donc j'ai abandonné. Et du coup, je vois quelqu'un qui dit ouais, c'est difficile à suivre, il y a tellement de changements. Est-ce que voilà, il y a un endroit où ces changements sont traqués, ou est-ce qu'on peut voir un petit peu justement qu'est-ce qu'il y avait avant et comment est-ce qu'on peut migrer, ou alors pour l'instant c'est tellement en mode développement que vous décidez de dire tant pis, on verra plus tard quoi. Alors il y a un mix de solutions ici. D'abord il y a sur la doc, on a les release notes. Donc je crois que moi je l'ai ici, c'est developer.android.com/jetpack/androidx/releases/UI. Vous pouvez regarder Jetpack Compose Release Notes et vous pouvez voir en fait les modifications entre une version et l'autre. Donc si vous voulez voir un peu le détail, comment ces nouvelles API interagissent, quelles sont leurs signatures, vous pouvez faire un petit tour dessus. Sinon, après, moi je recommande beaucoup les gens à regarder JetNews. JetNews, c'est l'exemple c'est un petit projet qu'on a fait en interne chez les DevRel, les Developer Advocates, qui montre un peu une certaine partie de nos API sur Compose, et pour aider les développeurs à s'en inspirer, et nous-mêmes on fait à chaque fois la migration d'une version à l'autre. Donc si vous voulez voir si vous voulez avoir une inspiration, comme ça vous n'avez pas à vous taper tout l'historique Git, vous pouvez regarder sur JetNews, et nous-mêmes on fait à chaque fois la migration sur des pull requests différents. Vous pouvez les regarder pour vous en inspirer et appliquer ainsi ces modifications-là sur votre projet. Ok, alors d'habitude on dit les liens sont dans le show notes, ce qui sera fait, mais en plus on a un super host sur host qui met les liens directement dans le chat, si c'est pas magnifique la technologie. Il est parfait notre host. Ah, il est fabuleux. Moi je dis bravo. Il y a un autre truc sur lequel moi j'aimerais rebondir un tout petit peu avant, c'était, tu as dit il y a des modifiers partout, et bon, apparemment je suis le seul à ne pas savoir ce que ça veut dire exactement cette phrase. Qu'est-ce que tu entends par là? Même moi j'ai du mal à expliquer les modifiers. Alors les modifiers, de la manière dont je le prends, c'est précédemment, en fait, la première version d'Android, on va trop loin là. La première version de Jetpack Compose, on avait des éléments de layout qui étaient considérés comme un élément en lui-même. Par exemple, si vous voulez avoir un petit espace, vous allez avoir le composant padding. C'était ça à l'époque. Donc, un peu comme Flutter, vous allez avoir votre image. Si vous voulez avoir un petit padding autour de votre image, vous allez l'embriquer d'un padding. Et donc, pour chaque élément qui modifie le layout, on avait un peu on avait un composant
à lui-même à être utilisé. Pourquoi on est passé sur des modifiers? Des modifiers, en fait, c'est des attributs qu'on affecte à un composant qui va modifier le comportement du composant. J'essaie de très simplifier. Donc, si Romain écoute ce podcast, je suis désolé, c'est lui qui est la meilleure source pour expliquer ça. Moi, je simplifie beaucoup plus ici. Ils ont modifié ça d'une parce que, bon, un des feedbacks qu'on a eu, c'était avoir chaque composant qui modifie le layout en tant que composant lui-même. Ça faisait une architecture, une arborescence un peu trop grosse, un peu énorme, et c'était pas plaisant. Mais il y a aussi un gros impact au niveau de la performance. En fait, c'est un peu, si je peux avoir une sorte d'analogie, similaire à Constraint Layout, en ayant les éléments plus plats, en fait, ça améliore les performances. Il y a plus de détails techniques pourquoi on est plus allé sur une piste de modifiers, mais je trouve qu'à ce moment-là, en fait, même pour moi, c'est trop technique à expliquer. Mais quelque chose à savoir, c'est que le projet évolue énormément. En fait, nous-mêmes, on a choisi de le mettre en developer preview maintenant et pas après, pour pouvoir se permettre d'avoir cette liberté de pouvoir en fait tout péter. Pas dans le sens où ça nous fait plaisir à faire à chaque fois des migrations. C'est plus, il y a pas mal de projets, vous avez pu le voir, une fois qu'on a pris une direction, c'est beaucoup plus difficile de la modifier vu qu'il y a des gens qui en dépendent. Alors là, vu qu'on n'est pas encore en alpha, on est en developer preview, on se permet de faire des choses. Et c'est pour ça en fait qu'on ne communique pas tant que ça, hein, parce que je ne sais pas si vous pouvez le voir, malgré les comptes qu'on a donnés, on n'est pas systématiquement là à en parler partout, comme on l'a fait à l'époque avec les coroutines ou Room ou d'autres API assez similaires. On est encore un peu silencieux parce qu'on veut avoir du feedback, mais on sait qu'on n'est pas encore confiant maintenant, je veux dire à cet instant T, pour l'avoir partout dans toutes les applications. Donc on a du feedback, mais on veut aussi pouvoir avoir cette liberté de pouvoir modifier sans faire aller tout le monde, quoi. Ok. Alors, je veux juste rappeler, parce qu'un lien qui a été partagé, on voulait en parler, mais on n'a pas fait. C'est donc quelqu'un a fait effectivement un GitHub de Compose, par exemple. Et du coup, on peut voir d'autres exemples de choses faites avec Jetpack Compose. C'est très bien fait. Donc, le lien est dans le chat et on mettra aussi dans les show notes. Et alors, il y a une question ici qui a été posée, on ne l'a pas mise directement, mais je pense que elle est très intéressante. C'est qu'effectivement, on voit que Compose, ça ressemble quand même assez bien à ce qui se fait en Flutter, en React, même SwiftUI. Est-ce que du coup, maintenant, il y a... est-ce qu'il y a du coup, par rapport à ça, il y a des inspirations, ou alors au contraire, là, c'est juste le paradigme qui était le même, et en fait, vous partez vraiment de votre côté malgré tout? Alors, c'est un mix des deux. Le paradigme réactif, il n'a pas spécialement été créé par Flutter ou par React, c'était quelque chose, si je dis pas de bêtises, qui remonte un bon petit moment, mais les outils de développement n'étaient peut-être pas les meilleurs à l'époque, c'est peut-être pour ça que c'était pas le paradigme le plus populaire. Et après, il y a eu, oui, des technologies, des librairies qui l'ont popularisé. Il y a React, il y a Vue.js, il y a Flutter, il y a SwiftUI, c'est récent. Flutter, on s'est inspiré, on ne s'est pas caché de s'inspirer de Flutter, de React et compagnie. Même, pour vous dire, un des deux développeurs qui sont très proches du cœur, qui travaillent directement sur le cœur, on a Jim, j'ai oublié son nom de famille, Jim travaille directement dans React chez Facebook, et on a Leland Richardson qui a donné un super talk à KotlinConf et à ADS, c'est un des deux talks que tu mentionnais. Et lui travaillait sur React, du moins au niveau infrastructure chez Airbnb. Et c'est lui qui a poussé, peut-être pas lui seulement, mais il a travaillé à l'époque sur la migration sur React Native. Après, ils ont écrit tout un blog post, il peut te donner en détail, mais toute cette partie où adopter le paradigme réactif, sont deux personnes qui ont travaillé énormément sur cette technologie-là dans d'autres plateformes et qui sont maintenant qui font partie de Jetpack Compose. Donc cette diversité d'opinions, elle est exprimée et disponible au sein même de l'équipe. Je sais qu'il y a aussi d'autres personnes qui avaient travaillé à l'époque chez Microsoft. Donc on a vraiment un peu cette diversité-là. Donc c'est bien, c'est cool. Alors on s'est inspiré, maintenant on a notre propre voix aussi quand même. Okay, c'est pas une simple traduction. Et dans quel genre, justement, quelles sont peut-être les différences qu'on pourrait voir avec d'autres frameworks de ce style-là?
Par exemple, après, techniquement, hein, encore là, je simplifie largement parce que c'est pas moi qui a travaillé directement sur ce point-là, mais il y a quelque chose qui m'embêtait quand j'ai commencé sur Jetpack Compose, c'est qu'on ne retourne pas des éléments. À chaque fois, si vous pouvez entendre le podcast de Romain, encore une fois sur Android Leaks, il parle d'émissions, je suis bien la promotion, hein, d'émissions de fonctions on emit des components et on ne retourne pas des components. Et pour moi, au début, je ne comprenais pas pourquoi, parce que dans React ou dans Flutter, c'est ce qui se fait. Donc, on va retourner notre propre arbre d'arborescence qui va être donné aux parents, etc., jusqu'à la racine, et ainsi dessiné à l'écran. Et une des choses pourquoi ils ont fait ce choix-là, c'est que retourner des composants, ça a un impact en termes d'allocation de mémoire. Et alors que l'émission, ça l'évite. Encore, je grossis le trait, mais très affreusement. Quand tu dis ça allait vite, c'est à quoi? 1 mètre, 2 mètres de haut? Non, dans le sens... Il l'a fait. Désolé. Il est 20h43 en France, excusez-nous. Pardon, en Belgique. Pareil. Mais de ce que j'ai compris, c'est retourner systématiquement tout cet arbre d'arborescence, ça a un impact sur l'allocation de mémoire. Après, en détail, comment ça s'exprime, je ne pourrais pas le dire pourquoi, le comment. Je sais que Leland a énormément travaillé sur ça, donc je devrais lui poser la question sur Twitter et partager la réponse ici, après coup. Mais ça, c'est un des changements qui a été effectué. Okay. Est-ce que c'est pas limitant, en fait, aussi, d'une certaine façon? Possiblement. Après, la partie où je pense que c'est très intéressant de la manière dont ils l'ont designé, c'est que c'est pas simplement une librairie. Donc, j'aurais dû peut-être un peu commencer par ça. Jetpack Compose, c'est un set de projets regroupés au sein de la même appellation. On a Jetpack Compose, je pourrais possiblement dire UI. Donc, là, on a en fait des séries de composants. De base, on a le rectangle, on a la barre, on a dessiné l'image. Donc, c'est vraiment des composants de base. Et après, on a des composants peut-être un peu plus haut niveau. Donc, on a l'input, on a le texte, ce genre d'éléments-là. Et finalement, après, on a des Material Design Components. Donc, au lieu de devoir redesigner tous ces composants comme il pourrait se faire dans d'autres plateformes, là, on vous donne vraiment des composants prêts à l'emploi qui prennent les meilleurs... les best practices sur Jetpack Compose, qui est développé directement par l'équipe qui a créé Jetpack Compose. Et si vous avez besoin de les customiser, là aussi, il n'y a pas trop de soucis. Donc ça, c'est la partie UI. Après, on a une partie qui est le runtime, donc qui permet de prendre cette arborescence-là et la dessiner sur l'écran, donc sur un canvas. Et finalement, on a la partie compilateur. Donc, à la différence où, possiblement, ça s'appelait comment, la librairie de Kotlin? C'était une sorte de DSL avec de l'Android Views. J'ai un trou aussi là. Je sais plus. Bon, ils l'ont deprecate. C'est le truc du début là. Ils avaient fait ça au tout début. Ouais, le truc qui a jamais marché. Mais ils l'ont déprécié. Et là, ils mentionnent sur leur site. Non, mais mauvaise blague. Qui dit Slice, mais non, c'était... Petit aparté, sur Butterknife qui est maintenant déprécié. View Binding, c'est fait par Jake Wharton, en partie. Donc littéralement, le mec qui a fait Butterknife a fait View Binding. On reste dans la même équipe. Alors le truc, c'était Anko. Anko, voilà, c'est ça. Anko, voilà. Il s'était déprécié, notamment à faire un petit coucou à Louis IV, puisque sur le GitHub où ils disent qu'ils ont déprécié, ils mentionnent Splitties, qui est la librairie de Louis IV. Donc, alors, coucou à lui. Pour certaines librairies, pour pouvoir ajouter ce type de fonctionnalité, ils vont utiliser des annotations. Ici, nous, on demande d'écrire des annotations, mais derrière, ça ne se traduit pas par un annotation processing. On a vraiment une modification du code, alors que l'annotation permet simplement d'écrire du nouveau code. Et on a une grosse phase d'optimisation qui est faite, et tout ça grâce à la partie compilateur, le plugin compilateur qui est ajouté à Kotlin. Donc c'est là aussi une différence que je peux voir avec d'autres plateformes et qui est extrêmement intéressant, c'est de pouvoir pousser les limites du langage en ayant ce plugin directement au compilateur, sans pour autant modifier ou forquer le langage. C'est quelque chose qu'on a vraiment
On a vraiment travaillé avec JetBrains pour s'assurer de ne pas avoir le Kotlin Android avec un autre Kotlin, ou je veux dire le Kotlin backend ou desktop, etc. C'est vraiment le même langage, mais on permet de faire toute la partie optimisation pour le développeur à sa place. On a une question intéressante ici. Je pense que ça se met bien dans l'optique de ce que tu es en train d'expliquer. Donc la question c'est, pourrons-nous un jour faire du compose sans activité? Donc, alors, je sais pas, donc il y a Gérard qui dit qu'il veut faire du compose sans Android. Alors là, je pense que c'est une autre question. Donc déjà, on va commencer par dire, ok, est-ce qu'on pourra du coup... Moi, je prends la première question, alors après, corrige-moi si j'ai mal compris ta question, mais je la prends comme, est-ce qu'on pourra faire du compose sans avoir à connaître le lifecycle d'Android, quoi. Moi, c'est un peu comme ça que je le comprends, la question. Et la deuxième question, je pense, qui était peut-être un troll, mais que je prends, c'est est-ce que Compose peut marcher en dehors d'Android? C'est peut-être pas spécialement du troll, mais je vais essayer de répondre à chacune. Après, je vous donne ma perspective personnelle et peut-être une vision que j'ai pas, mais de ce que je vois, c'est que il y a tout un environnement autour d'Android. Nous, du moins sur Jetpack Compose, on se focalise sur la UI. Il y a un lifecycle existant sur lequel énormément d'API se basent. Dans le futur, possiblement, est-ce qu'on peut changer? Possiblement, je veux dire, on ne se ferme pas d'ouverture, mais de ce que je vois ici, c'est que si demain on demande aux gens à complètement réécrire leur application, ça n'a pas de sens. Et l'idée de Jetpack Compose, c'est vraiment d'introduire au fur et à mesure, comme ce qu'on a fait avec toutes les librairies Jetpack, d'introduire au fur et à mesure une nouvelle technologie ou une librairie à un code existant. Ici, si on pense à un monde sans lifecycle, donc sans tout le legacy d'Android, du moins en termes de UI, pour moi, je trouve que ça n'a pas de sens dans le sens où on va demander aux gens à complètement réécrire et autant faire une nouvelle technologie, et c'est pas trop dans l'esprit dans lequel on est actuellement. Vous avez fait Flutter, c'est un peu pareil, non? Alors, faut pas oublier que Google, c'est quand même une grosse boîte. On a fait, en tant que... Si on réfléchit par exemple en tant que langage, on a fait Go, on a fait Dart, on contribue sur Kotlin. Donc, Google, c'est une énorme boîte sur laquelle on ne peut pas dire on va avoir simplement une seule technologie. Il y a par département, c'est presque comme, je dirais, une multitude d'entreprises. C'est pour ça que c'est dur à comparer et dire vous avez fait Flutter. Non, Flutter, c'est une équipe complètement différente. Ah, mais t'inquiète pas, t'as pas besoin de t'excuser, on comprend. Je donne juste une perspective. Après, sur la deuxième question, Jetpack Compose, de ce que je sais, il y a quand même des liens sur lesquels on se base. Donc, il y a quand même une activité sur laquelle on fait quand même tourner notre code Compose. Mais en soi, la technologie, elle est indépendante d'Android. On s'est basé sur Android et on veut se focaliser sur Android parce que c'est là où on veut donner le maximum de notre travail. Après, si vous êtes vraiment intéressé à pouvoir prendre Compose et laisser sur notre plateforme, essayez. Bon, je pense que c'est chaud. Mais en soi, c'est vraiment un UI framework indépendant. C'est pour ça qu'on parle souvent de unbundled, dans le sens où on n'est pas lié à une version spécifique d'Android. Si demain on doit mettre à jour, on le mettra à jour. Mais notre objectif et notre focus, c'est Android. Ok. Ça a l'air d'être relativement clair. Une autre question qui est venue avant sur le chat, c'était est-ce que vous avez une idée de la façon dont seront gérés les appels asynchrones à l'avenir? Coroutine, Live Data, autre chose? Pourquoi les changer? Je veux dire, je comprends pas trop la question. Moi, je fais que répéter ce qu'il est marqué. Je sais que... Je crois que c'est peut-être lié à comment est-ce qu'on gère les appels asynchrones avec des composables, peut-être. Alors, moi, la manière dont je fais par exemple mes applications en interne, ça ne veut pas dire qu'à terme, ça sera notre recommandation, mais de la manière dont je le fais actuellement, c'est que si vous avez bien suivi toutes les architecture components, la bonne manière, c'est de mettre le maximum de logique dans votre view model. Comme ça, c'est indépendant de votre UI, si vous, pour tester, etc. Il y a énormément d'avantages à faire ça. Et c'est ce que je fais actuellement dans mon code. Donc, tout mon code business logic, je le mets dans ma view model qui va updater un state ou un at model. Si vous regardez le JetNews, si vous faites le code lab, vous allez comprendre un peu ces termes-là. Et ça va automatiquement mettre à jour ma vue. Je veux dire, mon composant, c'est ce qui est fait actuellement. Ok, mais du coup, il n'y aura pas d'intégration particulière avec les coroutines
autre que voilà, on assigne la valeur et du coup, Compose va se réactiver. Alors, on est en train de voir des possibles idées ici. Par exemple, je sais que s'il y a un observable, on avait un effect, et je crois c'est observe. On met observe, on met l'observable en question en paramètre, et automatiquement on va avoir la nouvelle valeur qui va redessiner le composant en question. Et c'est pas à nous de dire update UI manuellement. C'est vraiment contre le principe même de la Reactive UI. Et ça, c'est le genre de choses qu'on veut vraiment essayer d'améliorer le plus possible pour ne plus demander aux développeurs systématiquement demande à Android de mettre à jour ta UI. Ici, c'est si tu mets à jour de la donnée, on devrait prendre ça automatiquement et mettre à jour automatiquement ta UI. Et quand tu dis un observable, tu veux dire un live data ou alors tu veux dire un observable RX? Ou les deux? C'est cette partie-là où on essaie vraiment de nail down. Alors, je sais que live data, ça vient de nous, donc on le voit très souvent. Il y a Flow, il y a RxJava. Est-ce qu'on doit tout supporter? Ça, c'est le genre de question où on se pose en interne et c'est avec le feedback de la communauté qu'on pourra. Il y a énormément de personnes qui utilisent RxJava. C'est tellement populaire que faire sans, ça va vraiment gêner les développeurs. Pourquoi pas le supporter? Par exemple, c'est le cas dans Room. Ça a été supporté parce qu'il y a énormément de développeurs qui l'utilisent, donc on s'est dit pourquoi pas l'avoir. Si demain Flow c'est plus populaire, se focaliser sur Flow. Ok. Ou peut-être supporter tout le monde, hein, mais après c'est une question de priorité, de ressources disponibles. Voilà, toi. Ouais, top, ça répond à la question. Et alors, ouais, donc, avant de prendre les questions qui arrivent, on va poser aussi nos questions à nous. Donc, Compose, là, on en est où? Est-ce qu'on se rapproche d'une release ou d'un truc utilisable en prod? Ou alors, est-ce que là, on est vraiment encore dans la période test, quoi? Comment tu définis de la prod? Alors, quelque chose de stable, quoi. Enfin, toi, donc, voilà, tu disais justement que pour l'instant, vous donnez le droit de tout péter. Est-ce qu'on se rapproche de quelque chose où justement vous êtes content et vous vous dites, voilà, en fait, là, ça fait 2 releases qu'on a décidé qu'on pétait rien parce qu'en fait, on n'en a pas besoin, alors on se rapproche de la release stable? Ou alors est-ce que vous vous dites, ah non, en fait, à chaque fois, tous les mois, on se dit, merde, on aurait dû faire ça comme ça et on recasse tout? Je pense que c'est un peu dans ce sens-là que je le vois, moi. Alors, en fait, ce que je peux donner comme perspective interne, moi, je me rappelle quand j'y bossais, je parle même pas de comment ça s'appelle, janvier ou février de l'année dernière, là c'était vraiment trop early. Mais quand j'y bossais en interne, on faisait des exemples, ça tournait je crois au mois d'août ou mois de septembre. Une build de 10 heures peut être complètement pétée par une build d'11 heures. Donc 1 heure après, je reprends une nouvelle build, ça me pète le truc, je comprends rien. Là, quelque part, le fait qu'on a de vraies releases, on passe de Dev 07, Dev 08. Alors, il y a énormément de changements entre Dev 01 et Dev 08, mais il y en a largement moins que j'en voyais avant. Après, on avance, mais je sais qu'ils sont en train de définir ce que veut dire une alpha pour eux. Parce que le problème, c'est que alpha, c'est comment ça s'appelle? C'est une version un peu barbare, dans le sens où pour certaines personnes, alpha je touche pas, j'attends d'avoir de la prod. Et pour d'autres personnes plus aventureuses, sont plus intéressées à tester des alphas. Donc là, on est en train de trouver quel est le bon milieu pour dire alpha, on peut tester sans frustrer les développeurs. Parce que le fait qu'on a appelé notre release une developer preview et pas une alpha, parce que on a quand même des librairies en alpha qui sont utilisées en production. Je crois que c'est le cas par exemple de Navigation Component, je sais pas si ils sont passés en bêta ou pas. C'est en bêta maintenant. Ah, c'est pas, pardon. Et c'est pas en bêta, mais en alpha. En bêta. Mais à l'époque en alpha, il y avait des gens qui utilisaient ça en prod parce que ça donne tellement une meilleure expérience pour eux qu'ils étaient quand même à l'aise par rapport à ça. Donc là, on essaie de trouver à quel moment on peut être à l'aise et se dire bon, ça c'est alpha, ça va venir, mais j'ai pas encore une date. On se doute. Mais en fait, je crois que le vrai problème, c'est pas. Ça va être un peu l'impact de la librairie. Donc, il y a des librairies que tu peux intégrer assez facilement qui vont être relativement peu de maintenance à faire. Et même si elles changent très rapidement et qu'il y a du travail à faire d'une version à l'autre, c'est un impact très minime. Par contre, quelque chose comme
Compose qui va impacter tout ce qui est UI dans une application mobile, bah, ça a un impact gigantesque si jamais ça doit changer si ça doit changer très régulièrement. Donc c'est un peu plus difficile, je vais dire entre guillemets, de la mettre en prod, alors que à moins qu'on ait une équipe gigantesque avec plein de gens ultra super motivés et plein de temps sous la main, quoi. Mais Alors, c'est pas toujours le cas. ça c'est vrai, mais après il y a aussi tout le concept de Jetpack, c'est vous qui mettez à jour la librairie. Donc c'est pas nous qui forçons la Bien main sûr. à bouger d'une version à l'autre. Et je pense, pour les gens, oui, aventurés, ils pourront toujours être sur une preview ou sur même un snapshot euh, pour pouvoir tester les dernières fonctionnalités. Mais si vous avez besoin un peu plus de temps, bah, rien ne vous empêche de rester sur l'alpha pendant beaucoup plus longtemps si pendant vos tests, ça vaut largement le coup. Oui, c'est pas faux. Bah, enfin, je veux dire, ça, c'est propre à chacun, je crois. Comme quelqu'un le disait, comme Martin disait dans le chat, l'application de Android Maker sera en prod avec du Compose en principe. Donc oui, clairement, on peut faire des applications avec ce qui existe et le foutre en prod. La question, c'est si on doit maintenir cette application dans le temps de manière assez ponctuelle et rapide, bah, c'est plus compliqué. Après, l'autre chose à savoir, c'est que pour nous, alpha, ça veut dire aussi quelque chose de fonctionnel. Ça peut possiblement, on aura une API certainement qui sera pas stable dans le sens où on va sûrement modifier sa signature, mais c'est fonctionnel. Par exemple, ici, on a encore des problèmes de sélection de texte. Ça, c'est quelque chose sur lequel on est encore en train de travailler. C'est pour ça qu'on est loin, on n'est pas encore dans une alpha. Quand on aura une alpha, ça sera quelque chose de fonctionnel. Ça, c'est vraiment le principal. Ok. Il se peut que ça soit buggé, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de souci, mais à comparer de maintenant, ça sera quelque chose d'utilisable. On peut utiliser Jetpack Compose comme l'a fait Android Makers, mais par exemple, voilà, la sélection de texte, c'est quelque chose sur lequel on peut pas faire, on peut pas skipper, quoi. C'est pas possible pour là. Moi, j'ai une vraie question super importante, c'est pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire une application de news et pas une application de chat comme application d'exemple, parce que vous êtes Google quand même. Et ça fait longtemps que Google n'a pas sorti d'application de chat. C'est pas entièrement vrai, ils ont renommé Hangout en Google. Donc c'était Hangout Meet et Hangout Chat, c'est Google Meet et Google Chat. Donc est-ce que ça compte? Enfin, ouais. Pourquoi Non, c'était une blague, hein. C'était une petite blague. Non, c'est pas une vraie. On a pris la news. Alors, si je dis pas de bêtises, en fait, on a pris chacun des exemples d'applications. Je ne sais pas si vous vous rappelez la keynote qui était donnée à ADS, il y avait des exemples d'applications qui étaient montrés. J'avais fait une, je crois que c'était Reply, qui ressemblait à une sorte de client email. Et en fait, JetNews, c'était celle qui était le plus avancée. Et qui a gagné? Florina. C'était Florina et Anna Chiara. Anna Chiara, c'est la PM sur Jetpack Compose. Vos PM, ils codent? Oui, parfois ils codent, ouais. Ça fait de la chance. Waouh. C'est un autre monde, Google. Hein. C'est pas la vraie vie, les gars. Après, il faut savoir que chez nous, les PM, du moins de ce que je le vois, parce qu'avant je travaillais chez IBM et après j'avais fait des startups, je trouve les PM extrêmement techniques. Après, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais je suis assez impressionné de les voir extrêmement techniques. Après, peut-être ils ne codent pas à un niveau aussi avancé que d'autres, mais ils ne seront jamais perdus en termes de code, du moins de ce que je vois dans l'équipe Android. C'est parce qu'ils n'ont jamais vu le code de Benjamin. Moi non plus. Moi, je paye des gens pour faire à ma place, mais chut. Tu parlais justement de Florina qui a bossé sur le projet de news. On a vu aussi sur Twitter que Chris Benz disait qu'il y a pas mal de gens de l'équipe dont le focus était sur Compose. Est-ce qu'il y a tout Google qui passe là-dessus? Vous êtes combien maintenant à travailler sur le projet? Alors, du moins chez Developer Advocate, on a une belle préférence européenne et je suis assez content. Il y a Yannick, il y a Florina, il y a moi, il y a Manuel. Manuel, si vous avez déjà fait des coroutines ou de l'injection de dépendance, il écrit énormément sur le sujet. Manuel Vivo. Il y a José, il y a Chris, il y a moi. Après, il y a aussi Sean aux États-Unis. On a, je pense, quelques autres développeurs advocates. Après, il y a bien sûr toute l'équipe framework qui travaille dessus, dans une partie des équipes de Romain.
Et justement, moi, c'est une question par rapport à ça. Donc, il y a un tweet de Chris Baines qui parlait juste avant ça, disant que il répondait à je ne sais plus qui en parlant du fait que voilà, maintenant le focus était vraiment sur Compose. Est-ce que c'est une volonté d'Evrel parce que c'est cool et c'est trending, ou alors est-ce que c'est vraiment une volonté de Google pour l'instant de communiquer, enfin, ou du moins d'avoir beaucoup de samples qui arriveront quand on arrivera à la release? C'est une bonne question, parce qu'en fait, je pense qu'un truc qu'ils ont bien fait, du moins sur Compose, c'est que l'équipe qui travaille sur la UI actuelle, donc les Android Views, c'est pas une équipe rien à voir avec l'équipe Compose. C'est littéralement d'autres personnes qui travaillent précédemment sur ça. Donc je sais qu'à Londres, on a l'équipe de Clara, c'était une des speakers à la keynote sur Compose, à Android Dev Summit. Son équipe a travaillé sur le texte d'Android Views et elle a aussi travaillé, son équipe, elle avait travaillé sur... Merde, j'ai oublié le nom de la librairie. Il y a Page un truc. J'ai un trou. Pagination? Non, pas Paging? Pagination. Paging, voilà, putain. Paging. Paging, c'est développé par la même équipe. Donc, on a vraiment une sorte de... Pas de conversion complète, mais on a les mêmes personnes qui, d'une certaine manière, continuent à maintenir le framework, le UI framework existant, tout en préparant le prochain. Donc, c'est pas une autre équipe, rien à voir, qui déboulonne et qui oublie complètement le passé. Non, on a vraiment cette transition-là qui est faite des deux équipes et qui s'assure d'avoir tout un UI framework existant qui marche du feu, tout en préparant le futur et en faisant un truc encore meilleur. Et après, chez Developer Advocate, oui, on est super excité par le projet. Moi, quand je suis venu sur Android, vu que ça faisait pas longtemps que je faisais de l'Android et j'ai jamais été un gros fan du XML et compagnie, on peut revenir. J'étais super content de savoir que Jetpack Compose était un projet et après, je me suis dit, bah, tu sais quoi, ça sera mon projet UI. Eh ben, ça tombe bien parce que je voulais en parler quand même aussi. Moi, enfin, j'aime pas nécessairement écrire le XML, mais j'adore la flexibilité que ça fournit. Donc, j'ai pas mal chipoté au début et maintenant, je pense que j'ai une compréhension assez correcte de comment fonctionnent justement les styles, les thèmes, euh, les ressources et des trucs comme ça. Et j'adore le fait justement de rapidement pouvoir changer ce genre de choses par des configurations différentes ou avec des styles ou avec des attributs. Et je prends l'exemple, je travaillais sur un projet où on était deux et l'autre développeur il était moins à l'aise avec ça. Donc en fait, par exemple, dans les view holders, il avait tendance à écrire tout en code. Tu vois. Donc il disait, si le truc est sélectionné, alors je set tel background, sinon je set tel background. Tu vois. Et ça devenait réellement vite immaintenable en fait d'avoir ça en code parce que c'est-à-dire du coup tout ton bind il devenait énorme ou alors plein de toutes petites fonctions dans tes view holders et ce que je pouvais très facilement moi changer avec juste view.setSelectedTrue et je savais que du coup mes XML derrière ils allaient gérer ça quoi. Et ça c'est un truc que j'ai déjà remonté à Romain. Moi j'ai un peu peur que voilà Compose on va du coup aller vers quelque chose uniquement vu et là est-ce que justement toute cette partie là très, très flexible, on va la perdre au profit justement de l'écrire en code, ou est-ce qu'il va y avoir quand même une interaction avec le XML, avec l'existant, au moins pour les ressources et ce genre de Les choses? ressources modifiers, c'est énorme, hein. C'est quelque chose qui est vraiment utilisé tout le temps sans arrêt. Pour dire layout télévision, layout minimum width 600, 600, ce genre de trucs, c'est ça aussi très... J'ai porté une app sur Android TV en un mois, je pense, pratiquement que comme ça, quoi. On n'a pratiquement pas de code qui a changé en termes de Kotlin. C'était pratiquement que du XML. Et au final, ça marche très bien. Et moi, c'est ça que j'ai un peu peur avec Compose. Et alors, c'est un mix de différents trucs. Le premier, c'est est-ce que tout écrire dans du code, c'est dégueulasse? Possiblement, si on n'a aucune, pas retenue, mais si on n'a aucune structure, oui, ça va partir en cacahuète, mais je pense que c'était déjà le cas, comme tu l'as dit, avec ViewHolder. On peut tout mettre au sein même de son ViewHolder, on peut tout modifier, tout comme on peut écrire tout son code dans une activité sans rien séparer. Si je prends un exemple, il y a l'application Telegram qui a, je crois, qui a une de ses activités qui fait 120 000 lignes de code. Et c'est une des applications les plus rapides sur Android. C'est assez impressionnant à voir comment le code est super dur à comprendre. Je trouve qu'il n'y a aucune structure.
il y en a sûrement une pour le développeur qui l'a faite, mais pas pour moi, mais qui est une des plus rapides. Donc, écrire tout le code un peu sans bonne séparation, ça n'impacte pas spécialement les performances, mais ça va impacter sûrement la productivité de l'équipe. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est par exemple, on va avoir notre partie theming qui est un peu séparée. Et ça, c'est quelque chose qui est possible maintenant avec Jetpack Compose qui n'était pas spécialement précédemment. On peut avoir des thèmes dynamiques. Par exemple, suivant la localisation ou suivant je sais pas moi, le jour, la nuit. Bon, c'est déjà le cas. Maintenant, on a 2 fichiers séparés dans le thème.xml, si je dis pas de bêtises, style.xml. Mais là, on pourra vraiment littéralement changer des variables au niveau de notre thème et tous nos composants pourront hériter de cette partie-là. Il y a cette partie que j'aime bien utiliser pour ce type de communication où on set au niveau de la racine et tous les enfants en héritent, c'est les ambients. Pour ceux qui n'ont pas utilisé, c'est une sorte de communication où je fais passer mes données en entrée tout en haut, par exemple, ou au niveau que je choisis, et je peux récupérer cette valeur tout en bas sans spécialement faire passer du pair office, du pair office, du pair office. Parce que ça, faut le dire, c'est rébarbatif, c'est chiant. Donc cette partie-là, c'est possible. On a déjà Material Theme où on peut l'éditer et ça va éditer tous les composants fils. Maintenant, après, c'est plus pour moi une question de structure. Oui, pour une personne qui a écrit dans le chat, c'est bien les contextes dans React. C'est littéralement le même truc. Et l'idée, c'est maintenant comment on peut s'assurer que les développeurs respectent un peu comme une certaine structure, une certaine, pas idéologie. J'ai oublié vraiment en français pour ça, mais... Dis-le en anglais, alors c'est pas grave. Je l'ai oublié en anglais aussi. Mais dans le sens où on suit tous une certaine règle et une certaine philosophie. Donc après, est-ce qu'on doit, via des outils, l'améliorer? Donc est-ce que dans Android Studio, on va pouvoir vous proposer, je sais pas moi, d'exporter toutes ces valeurs inlinées dans un fichier séparé, comme ça, c'est beaucoup plus clair? Pourquoi pas? C'est le genre de pistes qu'on essaie de trouver. Est-ce que c'est via l'outil qu'on doit pouvoir aider le développeur à suivre une certaine structure? Est-ce qu'on doit juste s'attendre au développeur de le faire par lui-même? Et je pense pour moi, de la manière dont on va développer ce type d'application, c'est la même chose. Je faisais ça à l'époque avec du React sur du web. On avait ce problème-là où on a quand même, oui, des personnes qui pouvaient avoir un composant avec 10 000 lignes de code, tout le styling qui est directement à la même place. C'est affreux à voir parce qu'on a beaucoup du mal à le lire. Et moi, la manière dont j'approche au moins cette problématique-là, c'est que j'ai mes composants de base qui peuvent avoir un certain styling, etc. Je les sépare, quitte à même, pourquoi pas, faire une librairie. Et après, je l'inclus dans mon application où là, je vais avoir plus du code en termes logiques. Comme ça, j'essaie de me séparer un peu le styling de la logique plutôt que tout d'avoir dans un même code. Mais c'est juste une pratique que j'exécute par moi-même. Moi, c'est ça mon problème, en fait. C'est que, tu vois, j'ai peur du code que je vais écrire, mais j'ai surtout peur du code dont je vais hériter. Et en fait, tu vois, le problème pour moi, je pense qu'une bonne API, elle te force à écrire du bon code. Alors, du coup, c'est super dur. Hein, et justement, tu vois, c'est toujours la question de savoir, surtout dans ce genre de code, où est-ce que la flexibilité s'arrête et le guidage commence, quoi, tu vois. Et je pense à prendre des exemples comme PHP ou JavaScript, toujours de langage, au final, qui sont détestés par beaucoup de gens en disant ouais, mais attends, tu sais faire n'importe quoi avec ça. Mais justement, ils sont tellement permissifs, qu'ils sont très puissants, mais qui permettent aussi justement de faire vraiment n'importe quoi. Et JavaScript. Ouais, mais je l'ai dit, PHP, JavaScript, c'est le genre de langage qui sont des pires exemples pour ça, selon moi. Et je trouve que ici, avec Compose, en fait, on risque d'aller vers ça, quoi. On risque d'avoir des gens qui vont faire un peu comme. On a déjà parlé plein de fois, mais ce que j'aime pas dans Flutter, justement, c'est quand tu prends un projet, là, tu as l'IDE qui est obligé de te mettre des commentaires à la fin de tes brackets pour te dire qu'est-ce que ça ferme tellement tu es imbriqué, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Et Compose, j'ai peur que ça arrive vers ça, tu vois, que les gens vont mettre tout leur code dans un seul fichier et que comme Compose ne te guide pas dans son API, c'est ça que ça va finir par devenir la norme et tu vas hériter de projets immaintenables, quoi. Après, mais tu peux avoir la même chose. Typé. C'est quoi? Au moins, Compose, c'est typé, je dis.
Après, tu peux littéralement avoir le même problème dans d'autres langages. Hein. Je me rappelle à l'université, j'avais quand même des gars dans ma promo qui écrivaient leur code Java, tout dans la fonction main, tout dans la méthode main. Là, ce qu'on essaie de trouver, c'est est-ce que c'est une problématique vraiment qu'on a en interne. On essaie de trouver quelle est la meilleure manière de pouvoir aider les développeurs à se retrouver facilement d'un projet à l'autre. Ça, c'est une vraie problématique. Donc, on essaie des solutions à terme, j'espère qu'on aura la bonne pratique. Moi, ce que je fais de base, c'est que pour mes composants, mais encore une fois, c'est quelque chose que je le fais par moi-même, peut-être à terme, on aura une Katie Lint Rules ou quelque chose comme ça, qui sait. Je m'efforce à ne pas avoir des composants de plus de 50 lignes. Parce qu'au-delà de 50 lignes, je trouve que j'en perds en lisibilité. Donc pour moi, je perds en productivité et je le sépare. Mais c'est une règle personnelle. Après, peut-être à terme, Android Studio pourra permettre de proposer des idées comme ça via les suggestions sur le côté à avoir. Mais vraiment, il y a un truc que moi je vais perdre et je n'ai pas entendu une solution pour ça dans ce que tu as dit, c'est les resource modifiers. Pour avoir plusieurs types de composants en fonction d'un certain type de device ou en fonction d'un certain type de layout ou en fonction d'un certain type d'orientation, que sais-je. J'ai pas entendu un truc qui comme on l'a aujourd'hui, pouvait être fait avec Compose. Est-ce que c'est en route ou j'ai rien compris? On a actuellement, si je dis pas de bêtises, ça s'appelle contrainte. On a quand même une API qui permet de voir quelle est la dimension actuelle de l'écran de l'utilisateur. Est-ce que en largeur et en hauteur, c'est ça, hein? Oui, en hauteur. Ouais. En hauteur, et aussi avec la densité. Cette partie-là, on est encore en train de réfléchir. Est-ce que les développeurs préfèrent avoir ça au niveau de la racine et avoir des composants complètement séparés, ou plutôt avoir un composant, par exemple input, qui lui-même va avoir sa logique. Si je suis un grand écran, je vais m'afficher ça, ou plutôt je vais m'afficher ça. Est-ce que les développeurs vont préférer plutôt ça plutôt que d'avoir un composant input TV, input mobile, input tablette? On est encore en train de voir, parce que encore une fois, si on prend un choix maintenant et après on essaie de le forcer aux développeurs et plutôt les développeurs préfèrent une approche différente, on va pas dans le sens de la communauté et on y sera tous perdants. Donc on y réfléchit, on teste des méthodes, mais c'est pas encore quelque chose sur lequel c'est clair comme de l'eau, c'est encore quelque chose en travail. En travail? In progress. Je parle en français, mais je galère tellement. En cours, ouais. Mais alors, et du coup, voilà, donc ici il y a des gens qui disent sur le chat effectivement que voilà, quand le framework est opinionated, c'est plus facile parce que du coup il n'y a pas 50 façons de le faire. Donc ça rejoint un peu ce que je disais. Donc j'aime bien quand les gens ils vont dans mon sens. Et alors il y a Fanny, elle avait dit oui, opinionated c'était le mot que je cherchais en anglais. Et oui, nous-mêmes on a ce même esprit-là, c'est que on s'est rendu compte quand Jetpack a commencé à avoir un certain avis pour faire des applications, on peut toujours avoir la flexibilité de le faire via une autre méthode, comme l'a fait Telegram, mais la manière de follower juste Jetpack et s'assurer que ça reste quand même un standard d'industrie, et si on va dans une autre boîte, il y a de très fortes chances de le retrouver, ça a fait le succès de Jetpack et c'est quelque chose qu'on veut avoir aussi. C'est juste pour l'instant, faire ce choix-là, maintenant, c'est trop tôt. Mais c'est définitivement quelque chose sur lequel on veut travailler. Donc, toutes ces problématiques-là, le fait que vous les ayez, ça va dans le bon sens, parce qu'on a les mêmes discussions en interne. Ok, top. Alors, je vais répondre à une question de Bruce, donc en quoi les XML ne répondent pas aux problèmes, tout le monde s'y retrouvait même en passant d'un projet à l'autre. Et tu me dis si j'ai raison, enfin si j'ai bien compris. Donc Romain disait que le problème des vues, c'était notamment qu'il n'y avait pas qu'une seule source of truth, que donc par exemple, si tu mettais un listener et que tu mettais la valeur, ton listener risquait d'être trigger par le fait que tu aies mis une valeur de quelque chose qui a changé, et que du coup tout était un peu compliqué. Avec Compose, l'idée c'est d'avoir vraiment un truc donc réactif et qui descend, quoi. Donc la donnée elle change et du coup tout est redessiné sur base de cette valeur de cette valeur. Et donc c'est pour répondre à ce problème-là que Compose est là, ou alors c'est encore autre chose? Non. Alors cette partie-là c'est plus sur la source of truth et pourquoi faire du réactif c'est plus intéressant que faire de l'impératif au niveau de la UI. Ce qu'a dit Romain sur cette partie-là, c'est plus sur le concept impératif et réactif. Par contre, sur le XML, il faut savoir que le XML, certes, c'est peut-être facile à l'écrire, mais après, derrière, il y a bien une traduction qui est faite en termes de code. Il y a bien un parsing qui est effectué. Et
pour moi, le fait de séparer complètement ça, vous avez le cas de data binding où de base le XML c'est super, mais dès que vous voulez ajouter un peu plus de logique, avoir quelque chose de plus intelligent, vous devez écrire du code dans du data binding. Vous devez utiliser parfois, bon maintenant c'est pris en charge directement par Android Studio, mais on devait utiliser des symboles spéciaux, comme ça le XML n'est pas invalide. C'est plus pour moi une perversion de la technologie qui ne permet pas de faire ça. Donc on est obligé de passer par des chemins de traverse qui fait que non, là, on veut faire du code, c'est juste le XML n'est pas fait pour ça. Il était bien à l'époque et je pense que c'était le seul choix logique. Maintenant, je trouve qu'on va vers un monde où on a de la UI qui est réactif, où on a besoin d'avoir du code à chaque niveau et le XML est plus restreignant. Contraignant. C'est une leçon de français en plus d'être une leçon d'Android, c'est génial. Alors, non, mais par contre, j'ai jamais utilisé data binding parce que en fait, pour moi, c'est une abomination. Mettre de la logique dans mes XML, c'est no go. Donc peut-être que je suis trop. Mais pour moi, quand je faisais du web, il y avait la même chose. Knockout.js, c'était ça. Et après, quand j'ai fait du React, j'ai fait attends, on va mettre du XML dans du JS, mais on est parti trop loin là. Et en fait, l'idée, c'est quoi? C'est tout simplement. On vient d'un paradigme où la manière de décrire une UI, ça passait par une déclaration, donc du XML ou un autre type de format déclaratif pour écrire de la UI, mais à un moment ou à un autre, il y a de l'interaction qui est faite. Et ce format-là, donc ici XML, mais ça peut être du HTML ou autre chose, à un moment ou à un autre, va être bloquant. Alors, data binding, c'est une aberration, comme tu as pu le dire, en termes visuels, ça c'est sûr. Par contre, elle permet de faire des choses, moi je trouve, extrêmement puissantes, très facilement. C'est juste que c'est pas beau à écrire. Ça, on est d'accord sur ce côté-là. Maintenant, si on peut avoir le meilleur des deux mondes, donc de la réactivité, du code très proche dans l'interaction directement liée à notre UI, pourquoi pas écrivons ça directement dans du Kotlin. C'est toujours mieux qu'en Dart. Ah, c'était gratuit. Ah, je reconnais. Non, ok, moi ça me va plutôt pas mal. Et alors, du coup, oui, est-ce qu'il y a, donc tu as parlé tout à l'heure des release notes qui nous montraient un petit peu quels étaient les changements. Est-ce qu'il y a une documentation à jour de Compose, un truc où justement, si je veux vraiment commencer ou avoir un truc, est-ce que ça... Et quand je dis à jour, c'est utilisable, parce que je comprends bien que ça évolue tellement vite. Alors, pour l'instant, pour moi, ma recommandation, c'est regarder Jet News et le Code Labs qui est actuellement fait par Manuel. Parce que littéralement, c'est les deux points de code ou du moins de texte qu'on met systématiquement à jour. Donc, chaque semaine, il y a quelqu'un qui est là, review le code qu'on est en train de faire dessus. Et le problème, c'est que si on fait ça sur de la documentation, ça implique tellement... Alors, de la documentation, on peut avoir de la PI reference et en soi, on peut juste regarder le code qui est fourni dans le repo d'Android X. Mais de la documentation plus fournie, c'est juste trop de travail à ce moment actuel. C'est pour ça qu'on a des trucs en interne, mais on met pas ça en externe parce qu'à chaque fois, on est à la changer parce qu'elle n'est pas systématiquement à jour. Si les gens vont la regarder, ça va les frustrer. Et c'est pour ça, en fait, on a tellement de choses qu'on a vraiment envie de release, mais on ne le fait pas parce que si on ne met pas à jour, les gens vont être frustrés et avoir une expérience qui n'est pas ouf. C'est vraiment la dernière chose qu'on a envie que les gens aient avec Jetpack Compose. Donc ouais, pardon, à revenir et à résumer rapidement, Jet News et le Code Labs. Ok. Alors, il y a Fanny qui demande, il y a combien de personnes qui bossent sur Compose? On l'a déjà dit tout à l'heure, je crois que c'est plus ou moins 1,5 million, approximativement. Moi, j'ai parlé de la partie DevRel. Après, sur la partie framework, ils sont pas mal, mais j'ai pas de nombre en tête. Mais c'est fou parce qu'en fait, par exemple, à Londres, je crois qu'ils sont 10 dans la partie framework. Et après, il y a aussi une grosse partie aux États-Unis. Et c'est 10 personnes, mais leur productivité, le nombre de choses qu'ils font, c'est fou. À chaque fois, ça m'étonne. Par exemple, tout ce qui est responsable de combien de lignes de code en pourcentage? Romain? Ouais. Je sais pas s'il crée du code. Alors, je sais qu'il bosse sur Filament et il a un kiff sur ça. Après, sur Compose, je le vois review, mais je sais pas. Il tweet beaucoup sur Filament, mais est-ce qu'il bosse vraiment dessus? Je ne sais pas. J'ai pas regardé. En soi, les CL, elles sont publiques. Vous pouvez aller voir pour vérifier. Non, c'était pour rire. Je suis sûr qu'il travaille dessus.
Par contre, je le vois. Alors, le truc à savoir, c'est qu'il y a le code d'une partie, mais avant qu'on écrit du code, on a quand même des sortes d'API design, des documents où on va détailler toute notre approche et quelle solution choisir, pourquoi. Et à chaque fois, par exemple pour le layout, je vais trouver un document de 30 pages avec énormément de détails techniques et je le vois énormément de mes commentaires. Donc, en termes de review de design doc, il est extrêmement présent. Et je me demande comment il arrive à faire tout ça. Et une petite question qui me taraude depuis tout à l'heure, mais qui part et qui revient dans ma tête, c'est Constraint Layout, c'est quand même un truc qui est vachement développé pour le moment. C'est un gros morceau de ce qu'on fait aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça devient, qu'est-ce que ça va devenir avec Compose en fait? Constraint Layout sera là, ne vous inquiétez pas. Ah. Alors, je sais qu'on ne l'a pas eu au début parce qu'il y avait quand même une partie qu'on n'a pas encore. En fait, on a besoin d'un DSL qu'on n'a pas actuellement. Et je sais qu'on avait un peu plus de temps. Je crois qu'il y avait déjà une CL sur le truc. J'ai pas joué directement, mais je sais qu'il y avait déjà une CL sur le sujet. Encore une fois, tout ce que je dis, c'est public. Hein. Je donne pas de scoop. Tout ce que je dis, c'est public. Mais je sais qu'il y a l'équipe de Nicolas qui travaille aussi énormément en collaboration avec les équipes de Compose. Donc je sais que ça sera là. C'est juste après une question de temps. Mais même pour nous en interne, on a besoin de Constraint Layout. C'est quelque chose sur lequel on s'est basé pendant tellement d'années et c'est super cool. Il n'y a pas à dire. Hein. C'est juste une question de temps. Parce qu'on dit dans le chat, c'est déjà là, mais ça marche pas super. C'est juste une question de temps. D'accord. C'est juste une question de temps, chat. Moi, j'aime bien la question juste au-dessus. Donc, Jetpack Compose, Ambient versus Dagger. Moi, je trouve la question super intéressante. Voilà, donc, si j'ai besoin de dépendance, j'ai pas envie d'injecter mon activité et puis de les passer tout en bas. Est-ce que du coup, voilà, je peux utiliser un ambient pour ça? Est-ce qu'il y a des choses de ce style-là où je peux définir C'est déjà le cas. Je sais pas, pardon. Je pose la question. Alors, c'est déjà le cas. Je sais qu'on a context ambient. Donc, si on a besoin du contexte, on peut l'avoir à n'importe quel niveau. C'est déjà là, on l'a déjà pré-bundle avec Compose. Et je sais qu'on a pas mal d'autres ambient dans ce sens-là. Et après, là aussi, on peut développer son propre ambient. Mais ambient versus Dagger, je sais pas, pour moi, ça n'a pas vraiment de sens dans le sens. Ça n'a pas vraiment de sens dans le sens. Dagger, c'est vraiment la vraie injection de dépendance. Ambient, c'est plus du service locateur. Ici, en fait, on juste fournit quelque chose et ça sera donné en bas. Il n'y a pas une vraie injection de dépendance. C'est juste donné via l'arborescence de composants. Mais après, c'est pas antinomique. Hein, c'est juste. Pour moi, ça n'a pas trop de rapport. Je vais peut-être rephrase ce que je veux dire. Alors, imaginons, j'ai un objet user manager, déjà un nom qui est super, qui est très très clair, mais pour lequel j'ai besoin des informations de mon utilisateur qui vont changer, etc. Et c'est quelque part très bas dans ma hiérarchie pour une raison X ou Y. J'ai pas envie de passer le user manager que j'ai reçu injecté dans mon activité dans son onCreate à toutes les méthodes. Tu vois. Donc dans ce cas-là, je suppose que j'utilise un ambient alors, ou est-ce qu'il y a d'autres solutions? Pour moi, je le fais comme ça actuellement. Par exemple, j'ai mon ViewModel, j'ai un ambient autour de mon ViewModel parce que j'ai pas envie systématiquement de le faire passer dans mon arborescence qui peut être assez imposante. J'utilise ça. Donc j'ai un ambient, je le fournis à la racine et après je l'utilise en bas. Il y a le context ambient, je l'utilisais, je crois, j'ai oublié pour quel usage, mais la même chose. Donc il est fourni en haut, on peut le prendre à n'importe quel niveau en bas. Okay. Donc ambient, c'est ce que je fais. Il y a des coûts en termes de performance pour les ambients, genre si j'en ai 300, c'est où est-ce que c'est c'est vraiment le genre de choses que j'ai pas poussé le bouchon trop loin. Ça veut pas dire pour autant que ça supporte pas, mais il faut que je puisse tester. Faut que je demande au mec du framework. Ok. Mais alors, juste dans ce cas-là, juste pour un peu travailler un peu ta question, pourquoi tu aurais 300? Ça veut pas dire que ça n'a pas de sens, hein, mais pourquoi tu as 300 ambient et pas simplement, par exemple, essayer de fournir le maximum à ton ViewModel ou à un autre ViewModel plus spécialisé et au lieu d'avoir 300 trucs injectés, seulement avoir 2 ou 3, quoi. J'en sais rien, c'était juste je poussais la réflexion. Je me doute que c'est un code smell si j'ai 300 ambient, mais voilà, je vois le truc venir du code qu'on aura hérité
du code legacy ou quoi, et donc c'est pour moi savoir si c'est un truc qu'il faut nettoyer ou pas, quoi. Enfin, il faut sûrement nettoyer, mais je veux dire, est-ce que c'est une priorité, quoi. Et donc je vais revenir sur une question qu'on a eue plus tôt, mais je pensais, je voulais la garder pour la fin, vers la fin. C'est voilà, est-ce qu'on peut participer au développement de Compose, soit en fournissant du code ou en fournissant du feedback, ou les deux, ou comment ça se passe? Alors pour du code, je ne sais pas comment ça se passe avec Jetpack, parce que c'est un projet Jetpack. Hein. Je ne sais pas si sur Android X, on peut proposer du code alors qu'on ne fait pas partie de Google. J'ai aucune idée. Cette partie-là, ça m'échappe un peu. Par contre, si vous avez vraiment du code intéressant, etc., et qu'il n'y a pas un process actuel, bah, faites-le moi passer, je contacterai un des ingénieurs, pourquoi pas. Hein. Après, pour le feedback, par contre, là, c'est vraiment quelque chose sur lequel on écoute. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a déjà un lien sur Jetpack Compose dans notre documentation. Vous pouvez fournir du feedback, bah, c'est tout simplement un Buganizer. Donc, vous pouvez créer une issue, vous décrivez. Quand vous créez un bug, c'est pas spécialement pour un bug. Hein. Ça peut être aussi une feature request ou tout simplement un feedback général. Tous les bugs sont vraiment lus par les équipes d'ingénieurs. Je suis assez impressionné. Après, parfois, ils n'y répondent pas systématiquement parce que parfois, c'est juste qu'ils sont débordés ou il y a quand même un process qui est là derrière, mais ils regardent vraiment toutes les issues. Donc, si vous avez vraiment un avis à donner, faites-le. C'est l'occasion. Ok, cool. Ok, et la date de sortie de Dev09? Je peux pas le dire. J'aurais essayé. Ok, donc Compose, c'est en cours, il y a beaucoup de force derrière, ça avance. Il y a une ciel que je voulais mentionner que j'ai vu passer, je crois, il y a la semaine dernière. Elle est disponible, vous regardez encore une fois sur le repo d'Android X. Et je la trouve impressionnante parce que c'est l'équipe de Siamed aux États-Unis qui travaille sur le texte et ils font un travail de fou. Un des trucs qu'ils sont en train de faire, c'est de pouvoir avoir, vous savez, dans tout ce qui est texte actuellement, c'est difficile d'avoir des objets qui ne sont pas du texte. On peut avoir peut-être possiblement des emojis, etc. On peut faire possiblement des hacks, mais c'est un peu difficile d'avoir autre chose que ça. Là, cette ciel, vous pouvez la chercher, c'est Inline Composable. Et en fait, sur du texte, tant un éditeur de texte que du texte statique, on peut avoir n'importe quel composant qui est inliné. Et pour moi, ça, c'est juste un truc de fou. Possiblement, après, j'en vois pas trop l'intérêt, mais on pourrait avoir une vidéo dans du texte, si on a envie. Donc, hello, la petite vidéo, quelque chose, une image, quelque chose, un bouton, ce qu'on veut, et de manière très simple. C'est possible avec les Android Views d'une certaine manière, mais après c'est extrêmement compliqué de faire ça de manière clean. Et si vous regardez la CL, je l'ai trouvée super intéressante. C'est là aussi où je trouve l'avantage de pouvoir tout réinventer, c'est que on peut se permettre des choses qu'avant on disait c'était trop tard ou c'est juste trop complexe. Top. Et alors, ouais, moi j'essaierai de retrouver, il y avait un gist assez magnifique d'un gars qui montrait qu'on pouvait dessiner des vues sur quelque chose qui pouvait bouger dans l'espace, et donc il montrait justement en temps réel. Ouais, j'ai vu ça. Mais ça m'a impressionné, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Et ça tenait en vraiment rien en termes de ligne de code, et c'était assez impressionnant. Mais du coup, ouais, aussi, moi je me posais la question, voilà, donc bon, alors la Dev 09 où c'est chut, on sait pas encore quand ça sortira, mais entre la Dev 07 et la Dev 08, qu'est-ce qu'il y a comme changement en fait? Je veux dire, donc, c'est quel genre de changement qui est encore à l'heure actuelle? C'est enfin, peut-être me donner quelques exemples, mais c'est plus du peaufinage ou alors encore des gros chantiers en cours comme celui que tu viens de mentionner? Il y a encore des gros chantiers. Par exemple, moi, le truc où je trouve que c'est encore un peu instable, c'est tout ce qui est autour du layout. Donc, il y a par exemple la manière dont énormément de composants sont devenus des modifiers. Par exemple, Ripple, donc les petits effets où on a le ripple, la petite vague sur le côté, c'est devenu un modifier. Et j'étais là en mode, pourquoi? Après, finalement, ça a du sens. Encore une fois, je ne sais pas si ça a du sens directement, mais on s'y habitue et ça offre des possibilités qui étaient peut-être pas disponibles avant, qu'il est maintenant. Donc, il y a encore pas mal de changements, mais je trouve que ça se stabilise tellement plus qu'à l'époque. Moi, à l'époque, ça me rendait fou. Je travaillais le matin, l'après-midi, mon code, il marchait plus. Donc, le fait que ça marche là plus d'une semaine, pour moi, c'est un truc de fou. Ah, ça donne envie. Non, après, je déconne pas mal, mais vous savez quoi? Il
il y a ma caméra là, et je vais essayer de vous montrer un petit truc. Ça va être vous pouvez le faire vous-même, encore une fois. Un très bel effet radio, toi. Attention, donc, les enfants, refaites-le à la maison. Alors, est-ce que c'est visible ou c'est... C'est un peu trop... ouais, c'est... La régie... Pour ceux qui écoutent à la maison sans la vidéo, Yacine vient de montrer un joli téléphone avec un écran blanc et quelques petits points de couleur. Probablement les points de couleur Google, mais... littéralement, c'est ça. Je savais pas quoi mettre comme couleur. Je suis parti choper les couleurs d'Android. En fait, j'ai fait un petit éditeur texte où j'écris. Je peux choisir la couleur, je peux le mettre en gras ou en italique. Et je crois que ça m'a pris moins de 100 lignes de code. Et c'était super simple à écrire. Et encore, je l'ai fait sur... ça m'a pris autant de lignes de code parce qu'on on gère pas encore ça côté compose, mais c'est juste une question de temps. Donc, avoir sur un input, avoir des spannable, on dit ça, ouais, spannable. Ouais, avoir des spannable, c'est en train d'être pris en compte via une DCL, vous pouvez l'avoir qui est encore active. Mais sinon, c'est super facile à faire un éditeur comme ça. Et encore une fois, moi, j'ai jamais fait du texte très poussé sur de l'Android. Je savais pas comment faire ça. J'ai regardé rapidement le code et je suis loin d'être une bête ou encore une fois, d'être une personne très expérimentée sur Android. Et j'ai pu faire ça en moins de 100 lignes de code. Je suis assez impressionné moi-même de mon propre résultat. Donc, je suis assez content. Je vais essayer de filer un screenshot sur Twitter parce que je peux pas faire la démo là. Donc ça veut dire sous-entendu, ça marche. Oui, ça marche. Hein. On peut lire quelques questions. J'ai vu quelques questions intéressantes passer. Ça fait un petit moment. Moi, j'avais la question là, de Lucas sur la prochaine version compatible avec Kotlin 1.4 M1 ou M2 et donc avec les coroutines. Donc ça, si je ne me trompe pas, c'est déjà compatible avec les coroutines. Mais par contre, c'est une question qui m'intéresse parce que si je ne me trompe pas, il faut utiliser pour l'instant une version spécifique de Kotlin. Oui. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que ce sera bientôt quote-unquote corrigé? À terme, oui. Je ne sais pas si c'est 1.4. Normalement, j'ai un doute. Mais c'est vraiment l'idée où, en fait, on est allé un peu plus rapidement que ce que permettait le compilateur Kotlin, mais avec bien sûr un objectif à terme où on va utiliser le compilateur Kotlin de base. On ne veut pas avoir un fork, on ne veut pas avoir un truc différent. C'est juste pour l'instant pour pouvoir permettre aux développeurs de s'amuser avec ça. On a dû prendre une petite route différente, mais à terme, oui, on va bien sûr revenir sur le droit chemin. Et quand tu dis à terme, vous avez déjà une idée de quand ce sera, ou ce sera genre pour la release, ou ce sera avant ou... J'espère avant. J'ai pas l'idée en tête parce que c'est pas moi qui travaille directement sur ça. Mais je sais que oui, non, c'est un des gros trucs. Par exemple, nous en interne, je sais que certains projets, on avait fait du fait qu'on n'a pas le support des coroutines, on n'a pas pu utiliser, je crois que c'était Colid ou Colid, vous savez, la librairie. Covid-19. Non, pardon, quand même. Non, il y a une librairie qui permet de faire du loading d'images via des coroutines. Ah oui, c'est ça c'est Col quelque chose. Je vois ce que tu veux dire. C'est Coil, ils disent. Coil, ouais, voilà. Alors, on voulait utiliser. Non, pas Coil, faut pas déconner. C'est Coil mais on pouvait pas l'utiliser, donc on a dû prendre. Je crois que c'est Picasso. Glide. Picasso ou Glide, j'ai oublié. Parce que on n'a pas ce support-là de coroutine et pour plein de choses, on voudrait simplement utiliser des coroutines, on peut pas. Mais c'est qu'une question de temps parce que c'est aussi une des fonctionnalités clés que on doit avoir parce qu'on est tellement habitué à les utiliser, elles sont tellement cool, quoi. C'est clair. Dans les autres questions donc, que j'avais vues, c'était est-ce qu'on peut poser des questions au rapport au recrutement Google? Ici, hein. Oui, vas-y, a priori, ça peut intéresser tout le monde. Alors, il y a une question de Fanny, j'ai une question bonus. Alors, pour le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que j'en ai souffert. Alors, autant avant, à chaque fois dans ma carrière, j'ai rejoint des jobs où je captais pas spécialement tout, mais je me rattrapais assez rapidement parce que c'est quand même l'environnement sur lequel j'ai développé. J'ai principalement fait du web. Et là, mais pendant presque 2 mois, j'étais à des réunions. Oui, je les entendais utiliser des termes, je comprenais rien, mais c'était une horreur. J'entendais Florina, coroutine, Nick, autre chose. Et en fait, tout le monde utilisait des mots techniques, mais je comprenais
en fait, c'est des mots de l'anglais, ça a du sens, mais c'est juste, j'arrivais pas à les mettre en raccord. Donc, ce que j'ai fait pour pouvoir être un peu plus à l'aise, en fait, je me suis spécialisé sur certains projets. Par exemple, c'est moi qui a commencé à faire les. Bon, j'ai pas commencé, j'ai repris le flambeau, j'ai fait les vidéos sur Android Studio. Parce que faire des vidéos, ben, ça demande pas spécialement de la technique. Au début, c'est ce que je pensais. Mais après, pour pouvoir les expliquer, il faut comprendre. Donc, j'ai galéré à comprendre, mais pour pouvoir finalement faire mes vidéos, et je me suis focalisé sur ça. Et après, au fur et à mesure, j'ai pris des domaines où je me suis spécialisé au point où ben, j'en connaissais plus que ma team, mais que sur certains trucs. Je sais que sur tout ce qui est injection de dépendance, je vais les demander à Manuel. Je sais que pour tout ce qui est coroutine, je vais sûrement demander à Florina. Pour tout ce qui est theming, je vais demander à Nick. Et en fait, je m'arrange comme ça, quoi. Mais le syndrome de l'imposteur, en live, on l'aura toujours. Hein, ça, c'est foutu. Oui, j'allais dire, c'est pas parce que tu bosses depuis 10 ans sur un truc que t'es pas, que t'as plus ce syndrome de merde. Et au contraire, il y a un truc très intéressant, c'est qu'on a des ingénieurs sur le framework qui ont créé les API. Je veux dire, pour moi, ces mecs, c'est des brutes, ils sont extrêmement puissants. Hein. Pardon, des mecs, il y a de tout. Hein. Il y a des hommes, il y a des femmes, et ils font un travail de fou. Des personnes. Parfois, des personnes, oui. Et il y a parfois des choses que je considère bêtes, mais c'est con de dire. Hein, mais c'est pas bête, c'est juste, elles sont pas habituées à faire ça, elles vont me poser la question, et dans ma tête, je suis, mais tu connais pas ça? Alors que tout simplement, ils sont pas spécialisés dans ça, en fait. Hein. C'est juste ça, faut accepter qu'on saura jamais tout, en fait. Ça prend du temps, hein, et ça demande de faire taire son ego aussi. Moi, je te dis, en fait, toi, si du coup, tu sous-traites tout ton travail, il n'y a plus de syndrome de l'imposteur. Tu es un imposteur tout court et tu te sens beaucoup mieux. C'est logique. Je suis d'accord. Faut avoir 40 ans. C'est quoi le rapport? Enfin, je comprends pas. Ah non, même à 40 ans, on n'y arrive toujours pas. Bah oui, moi j'ai 40 ans et... Enfin voilà, je comprends pas. Oh, le vieux. Ouais, je suis vieux, ouais, je sais. Non, mais du coup, j'ai je fait comprends 28 pas du hier. tout pourquoi il dit faut avoir 40 ans, je vois pas le rapport. Non, parce qu'en fait, on arrive toujours... si le monde s'arrêtait, possiblement, oui, à un certain moment, on rattrapera, mais il s'arrête jamais, donc on sera toujours en déca, en fait. Ouais, je pense, je sais pas. Ça s'écrit comment modifier? En fait, c'est modifier en français, mais en anglais, ça se dit modifier. Et est-ce qu'on peut écrire son propre modifier? Normalement, ouais. J'ai jamais essayé, mais normalement, ouais. Ok, moi je sais pas ce que c'est, donc parce que je sais pas pourquoi j'écrirais un modifier, mais faut considérer que c'est comme une sorte de... C'est un truc qui modifie. Bien vu. Ça prend un composant, ça le modifie. Oh, putain, j'ai dit la même chose. Ça y est, Yannick, t'as pourri le truc. Un jour, tu vas vouloir faire une vidéo. Ça prend un composant, ça le modifie. La vidéo de 2 secondes, poum. Bah, t'as besoin de quoi de plus? Bah voilà. D'où le nom. C'est une fonction qui modifie le comportement d'un composant. Comment? Bah, up to you. Hein. Ça peut faire du ripple, ça peut définir sa taille. Donc, on a layout width, on a layout height, ça peut définir sa couleur. C'est pour modifier directement un composant plutôt que d'en écrire un autre. Il faut voir si c'est la bonne définition. Hein. Mais alors, je crois avoir compris avec cette phrase-là. C'est bien. Alors, je saurais pas le réexpliquer, mais je crois que ça m'a aidé. Ok, je suis dans la bonne voie alors. Alors, beaucoup de trucs sur Picasso. Un rêve permettra à l'utilisateur de changer la taille de la UI à la volée en pinch to zoom, un peu comme on peut le faire sur le web. Bah ouais, je suppose que ça compose, on pourrait le faire, non? Ah oui, moi, un des trucs de fou que j'aimerais faire, qui est possible en fait, hein, c'est ce que fait Airbnb actuellement, mais ils sont obligés, vu qu'ils utilisent des Android Views et l'équivalent sur iOS, ils ont quand même une certaine glue qui est un peu imposante. À terme, on pourra générer des vues à la volée. Alors, c'est peut-être pas la chose la plus optimisée. C'est une partie intéressante que je n'ai peut-être pas trop parlé. Je ne sais pas si on a encore du temps, j'aimerais bien en parler. Sinon, pas de souci, je peux donner un lien vers un talk qui a été donné par Leland. Mais on pourra générer de la UI à la volée facilement, en fait. On fait un appel REST et on pourra dessiner la UI de manière super facile, parce qu'on a directement ça dans du code. C'est possible actuellement, hein. Je ne dis pas que c'est impossible. C'est juste là, c'est extrêmement simplifié à faire, quoi.
Donc l'HTML et le WebView, quoi. Non. Du vrai. Je te taquine. Donc Fanny dit Yannick, tu les fais pas. En effet, tu fais 50. C'est pas faux. Ah, c'est méchant. Ah, c'est Benjamin. Ouais, donc les gars, pour la question sur le recrutement, c'était donc il a postulé il y a 2 ans, mais il a décidé de ne pas continuer. Est-ce que c'est un problème à l'heure actuelle? Est-ce que ça... Alors ça, c'est le truc que je dis à tout le monde. Ne vous inquiétez pas. Moi, j'ai postulé 5 fois d'affilée, donc 5 ans d'affilée, je me suis fait tège à chaque fois, les gars et les filles. Je me suis systématiquement fait tège jusqu'à qu'il me contacte. À l'époque, j'étais chez IBM. Il m'avait contacté pour un poste pour rejoindre l'équipe Chrome. Je cherchais à être muté dans un autre pays à ce moment-là, donc je leur ai dit non. Et après, je suis revenu à cette recruteuse et j'ai dit c'est toujours possible. Et ça s'est fait. Et, ça a pris un peu d'entraînement de mon côté, et du temps. Faut donner de la patience. Mais se faire tège, c'est tout à fait normal. 5 ans d'affilée, je me suis fait tège. Bon à savoir. Allez-vous supporter la navigation dans Compose comme le fait SwiftUI, par exemple, ou doit-on poursuivre avec Navigation Component? Alors ça, c'est une bonne question. C'est une des questions qu'on se pose en interne. Alors, Navigation Component, pour ceux qui l'utilisent, c'est super cool. Donc, on définit dans notre navigation HTML, où on pourrait possiblement imaginer un DSL à terme pour faire ça avec Compose. La transition est effectuée, il y a les arguments, tout est typé, c'est clair, c'est bien fait. Maintenant, est-ce qu'on veut supporter ça alors que possiblement, encore une fois, c'est un nouveau framework UI, on pourrait tout réinventer? Je sais pas. Je sais pas parce que moi, je me dis, vu que Navigation Component, il est déjà là et l'objectif, c'est de ramener Compose au fur et à mesure, pourquoi faire un truc complètement différent? Pour moi, ça n'a pas de sens. Mais après, on teste des trucs. Donc, pour l'instant, moi, j'irai avec du Navigation Component. Je mets ça dans des fragments, vu que c'est la seule manière de s'intégrer pour l'instant. Et voilà. Je sais que JetNews, ce qu'ils font à la place, c'est qu'ils ont des sealed classes, genre des enums, quoi. Des enums? Ouais, des enums avec arguments. Et ils font un when. Et je crois qu'il y a un composant qui permet d'avoir une sorte de mini-animation, donc genre une sorte de fade-in ou de slide-in, j'ai oublié, genre d'un composant à l'autre. C'est ce qu'ils font. Après, je sais qu'il y a d'autres personnes qui utilisent un navigation component. Donc, pour l'instant, c'est up to you. Ouais, question sur... Ouais, c'est quoi les tableaux derrière toi, Yacine? Alors, je les ai achetés littéralement, je crois, il y a moins d'un mois parce que je savais que j'allais commencer à faire des streams et que c'était chiant sinon. Alors ici, on a Paris. Je suis pas parisien, mais j'aime bien Paris. Un croissant, s'il vous plaît, et au crêpe. Oh crap. Voilà. Oh crap. Ok. Est-ce qu'il y a déjà eu une question sur les safe state et Compose? Donc toi, unsafe and sun state et ce genre de choses et Compose. Est-ce que du coup ça c'est à nous à le gérer ou est-ce qu'il y a des trucs par rapport à ça dans Compose? Pour l'instant, c'est à vous de gérer. On est en train de voir c'est quoi la bonne solution. On veut tester des trucs, mais pour l'instant, oui, c'est à vous de faire ça. Vu que c'est dans une activity, on peut toujours utiliser ce qu'on faisait avant, non? En fait, c'est ça le truc, c'est que Compose, littéralement, vous pouvez l'utiliser pour un petit bouton. Bon, ça n'a pas trop de sens si vous rapportez tout un UI framework simplement pour un bouton, mais vous pouvez l'utiliser pour un screen, vous pouvez l'utiliser pour toute votre application et encore l'interagir avec tout ce que vous avez actuellement, excepté par exemple des coroutines, parce que c'est juste une question de temps. Mais sinon, tout ce que vous avez actuellement et avec lequel vous êtes à l'aise, continuez. Franchement, je vois pas pourquoi vous devrez tout changer du jour au lendemain, surtout qu'on est encore en developer preview. On va refaire des loaders alors. Async task loader, c'est ça, non? Ça, c'est l'avenir. Yeah! Okay. Est-ce qu'il faudra tout refaire sur une rotation? Alors, non, puisque de toute façon, ton designer ne t'a pas fourni de design pour l'écran en mode landscape, donc il n'y a pas de rotation. Ça répond à ta question. Pareil pour la télé d'ailleurs. Pareil, il n'y a pas de design pour la TV ni pour les tablettes, donc problème résolu. Par contre, pour les montres, actuellement, en fait, vu que j'utilisais des composants flex, ça se mettait automatiquement de l'un à l'autre, mais bon, après, c'est peut-être pas la meilleure UI, hein, c'est juste ça agrandissait ou ça rapetissait. Rapetissait? Ouais, rapetissait, oui. Ah, ok, j'avais un doute. En tout cas, en Belgique, ça se dit. Octante. Non, ça se dit pas. Ah merde, vous dites quoi alors?
80. 80. On dit 70 et 90, mais pas au-dessus. Ah, mais aucune logique. Avec les 90. Donc pour l'instant, il n'y a pas de changement, c'est juste si vous utilisez du flex, ben, ça va prendre le maximum de l'écran. Sinon, après, vous pouvez utiliser ce que j'ai mentionné tout à l'heure, l'API constraint, et ben, tout simplement, vous avez des valeurs et vous pouvez faire un when. Donc, si c'est plus grand que ça, vous faites de cette manière-là, sinon, vous faites de cette manière-là, quoi. C'est ce que j'ai fait. J'avais un petit exemple, reply, je l'ai mis sur une Pixel C. Et j'avais un menu qui s'affichait en plus quand c'était en mode landscape, sinon j'avais tout simplement le mode portrait. Ok, cool. Il y a Louis qui dit ma question sur pinch to zoom de tout à l'heure, c'est est-ce que c'est possible de l'implémenter facilement, le grossissement de l'UI, pour que le montrer à quelqu'un qui est myope, par exemple? En soi, possiblement, parce que je sais qu'on a le dragging, on peut gérer le dragging. Et après, comme j'ai parlé tout à l'heure du material theme qui est défini par des variables, on peut modifier et prendre, je sais pas, moi, par exemple, le texte, le définir par pourcentage, du moins le calculer après j'ai oublié, c'est en points, non, en DP, pardon. Et après le mettre en DP ou en SP. Donc, oui, possiblement, c'est super facile à le faire. Bon, je ne l'ai pas écrit, mais il y a les composants pour le faire. C'est juste à vous maintenant de mettre la glue entre ces différents morceaux-là. D'accord. Voilà. Modifier, oui, c'est probablement décorateur, pattern. Littéralement, c'est ça en fait. Modifier, c'est un décorateur pattern. Ça ressemble à ça pour moi. Après, je ne sais pas si c'est directement ça, mais à la différence que oui, on peut mettre autant de décorateurs. Est-ce qu'on peut mettre énormément de décorateurs sur une même fonction? Ça dépend. Enfin, le truc, ça dépend de ce que le décorateur fait, globalement. Parce que potentiellement, tu peux avoir un décorateur qui va annuler ou défaire ou changer un truc qu'un autre décorateur a fait. Donc, oui, tu pourrais en mettre beaucoup, mais alors du coup, tu n'as aucune idée du résultat final parce que ça va dépendre de l'ordre dans lequel les décorateurs sont appliqués. En plus. Mon problème, c'est que je vois bien le décorateur en termes d'object oriented, mais en termes de UI, c'est un peu plus confus pour moi, tu vois. Donc, je pense que... Pourtant, tu décores des trucs que tu vois, généralement. Bah ouais, toi, tu n'y connais rien. On a vu ton bureau, mais bon. Ouais, je décore que dalle. mais encore une fois, ça modifie directement le comportement du composant. Et je suis sûr... Franchement, regardez, lisez le code lab de Manuel, il le décrit bien et largement mieux que moi. Sinon, sur l'accessibilité, je sais qu'on a une API, il y avait une CL qui tournait sur le truc, j'ai pas beaucoup joué avec, qui s'appelle Semantics, où l'idée, en fait, c'est pour, si vous le voulez, pour les composants, vous pouvez donner de la sémantique. Ça a l'air un peu con, mais en fait, de ce que j'avais vu, encore une fois, c'est public, vous pouvez aller faire un tour dessus, et c'est que temporaire, il se peut que l'API change après, mais vous pouvez définir une sorte de label pour dire, décrire ce composant-là en question, et après, ça sera pris en compte par Talkback ou des autres outils d'accessibilité, je pense, sur Android. Mais il y a quelque chose en projet, après, j'ai pas énormément joué dessus. Mais je sais que l'accessibilité, c'est aussi un élément clé pour n'importe quel UI. C'est une très bonne chose parce que c'est très important. Et c'est d'ailleurs trop souvent oublié ou pas fait suffisamment. Alors je le dis en passant, s'il y a des gens qui travaillent pour tous les développeurs qui sont ici, s'il vous plaît, supportez Autofill. Ça me fait chier les applications qui ne le supportent pas, ça me rend ouf. Alors copier manuellement, et le pire, je sais qu'il y a des apps qui ne me laissent même pas copier. Je copie, je colle, il m'efface l'input texte. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Tout à l'heure, j'ai vu, c'est PayPal, parce que je trouve quand même magnifique. Je veux dire, PayPal, c'est clairement, tu veux pouvoir avoir un mot de passe compliqué, enfin, tu vois. Et ils ont le truc, c'est pas la seule app qui fait ça, c'est que donc du coup, tu as l'autofill qui apparaît, tu cliques dessus, et ça te relance l'app et qui t'a pas rempli le champ, en fait, tu vois. Et ça fait le truc en boucle. Tu fais, comment c'est possible qu'une app comme PayPal le fasse pas? Enfin, donc, ouais, moi, pareil, ça me rend fou, quoi. Donc, les gens qui ont des mots de passe, vérifiez que votre app elle fonctionne avec un gestionnaire de mots de passe, s'il vous plaît. Ouais, donc, en général, en finissant par quel avenir pour Compose, je pense que c'est une release stable. Donc, qui viendra très bientôt. Peut-être. Je ne dis rien. D'accord.
Bon, je crois qu'on a fait un beau tour de ce qui est Compose aujourd'hui. C'est chouette. Et je pense qu'on pourrait recommencer cette conversation dans quelques mois et avoir plein d'autres trucs nouveaux et différents. Donc je pense qu'il y a encore pas mal de trucs en cours là-dedans. Ça va être intéressant à voir comment ça évolue encore. Donc, franchement, prenez le temps d'essayer. Et si vous avez du temps à partager un projet sur GitHub, envoyez-le-moi. J'aimerais vraiment voir ce que fait la communauté. Ça me fait vraiment plaisir à chaque fois de voir des devs s'amuser avec dessus. Parce que c'est un peu tout le travail de l'équipe qui a été fait derrière. Donc si vous avez des trucs, envoyez-moi ça. Sur Twitter, je partagerai après mon Twitter, YResky. Et ouais, ça fait super plaisir de voir tout le monde s'amuser avec. Ça va venir. On a une partie de l'émission pour ça. Ça a été scripté et tout. Cool. Bon, du coup, on va maintenant passer à la... C'est vrai qu'il n'y a pas eu de Quentin 5 minutes, c'est dommage, mais pour le moment, vous êtes tous en train de bosser dessus, bah, voilà, vous avez que ça, du temps pour faire des trucs. Mais vu qu'on ne sait pas encore ce que c'est, on ne peut pas vraiment vous demander quoi faire. Donc, ça viendra plus tard. Le fameux Quentin 5 minutes, c'est quand nous, on demande que vous fassiez un truc quand vous avez 5 minutes, mais pour le moment, vous êtes en train de le faire, le truc, donc... À terme, si j'ai une petite démo sympa que je pourrais partager, je le ferai. D'accord. Juste, moi, donc, comme je suis sur Twitch sur mon téléphone, je ne sais pas partager, mais j'ai partagé dans le chat ici le GIST vers le truc hyper impressionnant que le gars a fait. Donc si quelqu'un veut bien le repartager dans le chat pour tout le monde, ce serait cool. Parce que je trouve, allez, donc là je regarde, il y a littéralement 149 lignes de code avec les imports. Et quand, non, il y a une petite image à la fin qui montre, un petit gif qui montre ce que ça fait. Et je trouve que c'est franchement hyper impressionnant. Comme quoi, il y a moyen de faire des trucs vraiment cool avec... Voilà. Désolé pour cet aparté. Dans les conclusions, bah, comme tu le sais peut-être, on pose toujours des questions toujours plus débiles aux invités. Donc la question la primordiale, je pense que celle qui va définir si on publiera l'épisode ou pas. Pain au chocolat ou chocolatine? Attends, chez les Belges, on dit quoi? Tu réponds. Tu réponds d'abord, et après on verra. Alors, me blâmez pas, moi je viens du sud-est, donc on dit pain au chocolat. Parfait, c'est bon. Impeccable. T'as passé le test. Ok. Alors sinon, une autre question. Un livre, un jeu vidéo, une série, un film ou quelque chose dans le style que tu pourrais nous conseiller? Alors, je viens de recevoir aujourd'hui le Ring Fit Adventure sur Switch. C'est le Wii Fit, mais de la Switch. Alors, je pensais que ça allait être sympa. C'est sympa, hein. En 15 minutes, j'ai sué comme un porc. Je pensais pas que c'était possible. Donc, si ça vous intéresse, j'ai super kiffé. Sinon, je viens de terminer Assassin's Creed Odyssey. Donc là, je suis un peu orphelin de 2 jeux. Mais Ring Fit Adventure, super cool. Cool, c'est bon à savoir. Top. Et alors, une autre question. Qui aimerais-tu entendre à notre micro dans un futur épisode? Qui parle français de préférence. Oh oui, si elle le veut, j'aimerais bien écouter Marion. Marion du POG à Paris. Elle travaille maintenant chez... Dashlane. Dashlane, ouais. J'aimerais bien entendre Marion. On l'a eu, mais on peut la revoir. Très content de la revoir. Je crois que si on lui demande gentiment, je pense qu'elle dirait oui, peut-être. Sinon, vous avez Hélène Battista. Je crois. Oui, on l'a. Elle, par contre, on l'a pas encore eu, mais c'est vrai qu'on l'a déjà creusé une fois. Alors, j'ai mes 3 fans. Bon, mes 3 fans. Je suis fan d'elle, plutôt. Hélène, Marion, et à chaque fois, je bug sur son prénom. Je suis désolé si je l'ai mal prononcé. Kian. C'est une dev Kotlin qui fait énormément d'IoT. Elle fait pas aussi beaucoup de machine learning? Je crois. Elle était, je ne sais pas si c'est encore le cas, chez Xebia. Oui, je pense que je vois qui tu veux dire. Elle est super. Elle a fait des talks Android Makers, on avait été la voir, c'est vrai qu'elle est vraiment top. Hélène aussi en fait, hein, donc, et Marion aussi évidemment. Donc, ouais, voilà, on va essayer de faire quelque chose. Parce que comme ça, on va faire attraper les tous, on va avoir tous les développeurs dans notre podcast. On a des années devant nous.
Cool. Ok, cool, merci beaucoup. Super, un grand merci pour tout ça, merci pour toutes ces explications et tout ça. Alors, on va le rappeler quand même parce que c'est intéressant. Bientôt, j'ai oublié les dates, mais c'est bientôt, Android Makers sera en mode complètement virtuel. Et vous pouvez encore acheter vos tickets pour avoir accès à tout ce contenu qui va être extraordinaire. En plus, ils ont été malins, ils ont fait 80 € le ticket plutôt que 90, comme ça tout le monde peut le dire et tout le monde comprend. le 20 et 21 avril, allez sur androidmakers.fr, chopez votre ticket et allez suivre ce truc. Je trouve que malgré tout ce confinement et tout ça, on arrive quand même à faire des trucs sympas. Android Makers sera bien entendu, comme chaque année, encore une fois extraordinaire. J'en ai absolument aucun doute. Même si Android Leaks n'y sera pas. C'est pas de leur faute, c'est pas eux, c'est nous. Mais en tout cas, voilà. Android Makers, n'hésitez pas. Il y a aussi un DevFest Lille. Fanny, si tu veux bien rappeler les dates, ce serait cool. Si je ne me trompe pas, peut-être que je me suis complètement gouré, mais je le redis quand même parce que c'est intéressant. DevFest Lille, 12 juin normalement. Voilà, 12 juin, DevFest Lille. Pareil, trouvez ça. Allez, ce sera dans les show notes pour aller vous inscrire là-dessus, etc. Ouais. Et je vais juste ce ne sera pas le 12 juin, d'accord. Ok, top. Je vais juste profiter du fait avant qu'on finisse, parce que donc c'est la première fois qu'on prenait les questions, qu'on fait ça en live, etc. Alors, je suis bien conscient que voir ma tête en plus du son de la voix, c'est pire que juste la voix. Mais donc, maintenant, vous savez ce que je dois subir à chaque fois. Voilà, pensez aux invités aussi. Mais là, du coup, n'hésitez pas à revenir sur nous donner des feedbacks si vous avez bien aimé, si vous pensez qu'on devrait faire ça à l'avenir, ou justement si vous trouvez que c'était trop confus. Donc voilà, n'hésitez pas à nous donner des feedbacks là-dessus sur Twitter ou même ici dans le chat. Je peux te donner du feedback? Non, pas toi. Parce qu'au contraire, moi en fait, je préfère largement les podcasts vidéo. Parce que en fait, les podcasts audio, j'arrive pas à faire autre chose en même temps. Donc, j'ai peu de temps qu'à faire, je préfère avoir quelqu'un en face de moi. Donc, je suis un gros fan des podcasts vidéo. À la base, on avait essayé de mettre nos podcasts sur YouTube. On avait même utilisé FFmpeg avec un script très très compliqué pour faire des petites vagues entre les antennes du Bug Droid. Et ça nous a pris un temps assez conséquent de le faire et il n'y a personne qui a regardé. Donc, on a arrêté. Mais donc c'est pour ça. Je ne sais pas ce qui est bien ou pas. Donc, n'hésitez pas à nous revenir là-dessus, s'il vous plaît. On a déjà un truc positif. Hein. Voilà, on a déjà un truc positif, c'est fait. Et une personne qui veut. Donc voilà. D'ailleurs, cette personne, si on veut te retrouver sur les internets, où est-ce qu'on peut te retrouver? Si on veut te poser des questions sur plein de trucs. Principalement Twitter. Je sais que je suis sur le Slack Android français, mais j'y suis pas systématiquement. Donc, contactez-moi sur Twitter, c'est le meilleur moyen. Et sur Twitter, c'est YRezgui. YRezgui. Yacine Rezgui, sur Twitter, vous me trouvez. Ah bah il y a Gui dans ton nom, attends, c'est génial. J'avais jamais fait celle-là. C'est vrai? Bah voilà, c'est gratos, ça fait plaisir. Et toi Benjamin, où est-ce qu'on peut te retrouver pour te poser des questions? Pareil, sur Twitter, @xzan. Et toi Yannick? Moi c'est @Zoyan, @THEYANN. Et puis vous pouvez retrouver toutes les informations de notre podcast extraordinaire sur @Android_Leaks. Et sur notre site web, parce qu'on en a toujours un, androidleakspodcast.com. Si. Parce que nous, on n'a pas encore d'app, mais quand on en aura une, elle sera faite avec Compose, n'est-ce pas? Yeah. Oui. Je sais pas pourquoi, mais voilà. D'ailleurs, on cherche des idées d'app, donc si vous en avez aussi, parce que j'ai pas spécialement envie de refaire une application de podcast, mais il y en a une, si vous en avez, n'hésitez pas. Ou alors une progressive web app. Fanny, ça suffit maintenant. Attends, on peut faire une progressive web app en Kotlin, potentiellement. Ouais. Non mais c'est fini avec vos webs, s'il vous plaît. J'en ai marre. JavaScript, aussi, tant que vous y êtes. Puis quoi encore? Allez. On va arrêter de dire des bêtises. Et encore un grand merci à tout le monde d'avoir participé. Merci à toi Yacine de nous avoir suivis. Pour ceux qui veulent, n'oubliez pas qu'on peut aller Flutter. Mais non, mais c'est fini, oui. Et il a tout compris, lui. On voit qu'il écoute le podcast depuis longtemps. Pour ceux qui veulent, il y a encore le Zoom, le Zoom pour continuer à faire la fiesta ce soir en mode e-apéro. Et donc
Et voilà, l'adresse c'est bit.ly/frog-zoom. Ça va être chouette. Et puis voilà, je crois que tout est dit. Et donc, il n'y a plus qu'à dire au revoir alors. Au revoir alors. Et à bientôt. Merci. Merci à toi. Et merci. Voilà. Voilà. Et maintenant, c'est dans la boîte. Il faut juste arrêter l'enregistrement pour ceux qui enregistraient. Et puis, je suis à